Dans un monde où démons et humains vivent séparés, un petit garçon apparaît, perdu dans le désert. Il s'appelle Mori, et il porte un mystère que personne ne comprend. Quand un démon grincheux le trouve, les deux commencent un voyage inattendu. Entre cité magique, danger et découverte, une amitié naît, capable de tout changer. Mais après tout, qui est le petit Mori, et pourquoi tout le monde le cherche? Notre histoire commence dans un bâtiment sombre et abandonné. Une escouade de soldats avance avec prudence. Le chef de l'escouade active le scanner, qui cartographie la zone avec une lumière rouge. À ce moment-là, un des soldats crie que la cible est là, et l'équipe avance rapidement. La lumière de leur lampe torche révèle un enfant acculé, à l'air sauvage et effrayé, mais soudain l'enfant s'enfuit à toute vitesse, essayant d'échapper à l'escouade. Le chef ordonne alors de lancer l'appareil, pour tenter de capturer la cible en fuite. La scène change brusquement pour une chambre, où un garçon se réveille en sursaut, effrayé. Il s'assoit sur le lit, et l'histoire explique que la forte lumière du soleil l'a réveillé. L'endroit semble être un orphelinat, une zone de protection spéciale pour les enfants, mais alors qu'il descend du lit, ses pieds couverts de cicatrices révèlent un passé difficile. L'histoire explique que cet endroit était étrange pour le garçon, qui marchait de manière très maladroite. Après tout, il avait maintenant un sol plat, des vêtements propres, et même de la nourriture préparée sur la table. Le garçon passait la plupart de son temps seul sur une colline jusqu'à ce que d'autres enfants apparaissent. Il l'invite à jouer avec eux, mais le garçon est complètement terrifié à cette idée. Soudain, il se jette au sol comme un animal, les poils de son corps hérissés. Face à cette réaction bizarre, les autres enfants s'enfuient en criant, complètement effrayés par lui. Le garçon reste au sol et devient confus quand un papillon se pose sur sa tête. À ce moment-là, il se jette en arrière et s'allonge sur l'herbe, semblant un peu plus détendu. D'une fenêtre, une femme en fauteuil roulant observait toute la scène de loin. Elle demande alors s'il ne parle pas, mais la gardienne dit qu'il n'a tout simplement jamais appris. La femme continue en expliquant que l'équipe de sauvetage pense qu'il a grandi avec des animaux. La plus jeune gardienne le compare à Mowgli, mais l'autre femme est confuse par ce nom. La femme en fauteuil roulant rit, disant que les jeunes ne connaissent pas cette histoire. Elle explique alors qu'elle vient d'une époque bien antérieure à l'arrivée de cette gardienne. À ce moment-là, la cloche de l'église de l'orphelinat commence à sonner, appelant tout le monde. Les enfants courent tous avec enthousiasme vers la gardienne qui les appelle à se rassembler. Le garçon regarde avec curiosité un des garçons recevoir une lettre scellée à la cire. Il devient pensif, jusqu'à ce qu'une voix explique que ce que le garçon tient est une lettre. Une petite fille aux cheveux roux ajoute que c'est d'un parrain et que parfois des cadeaux arrivent. Elle regarde alors directement le garçon et lui demande s'il n'a pas de parrain. La fille le tire par la main, expliquant qu'un parrain est un adulte qui s'occupe de lui. Mais le garçon n'est pas d'accord, disant que les adultes sont méchants, alors elle propose un compromis. Elle dit que Matthew s'est tellement vanté du cadeau qu'il a reçu qu'elle a eu envie de le frapper. La fille se plaint aussi de la robe de mauvais goût que Lily a reçue de son parrain, et elle commente même que Joe a parlé à son parrain, trouvant toute la situation dégoûtante. Alors le garçon l'interroge à son sujet, mais la fille dit qu'elle n'a pas besoin car sa mère viendra la chercher. Elle se souvient de la promesse que sa mère viendrait après qu'elle ait dormi sans nuit. Le garçon est confus, mais elle explique que sans nuit passe en un clin d'œil. Elle dit qu'elle espère que sa mère viendra bientôt. Il regarde sur le côté avec une expression pensive et légèrement pleine d'espoir. Cette nuit-là, le garçon observe le ciel étoilé depuis la fenêtre de sa chambre à l'orphelinat. L'histoire dit alors que l'enfant a cligné des yeux, comme s'il voyait quelque chose de spécial. La scène passe à la salle de classe, où l'institutrice dit qu'ils sont venus de l'espace. Elle tient deux poupées, expliquant que c'est ainsi que tout le monde est devenu ami. Mais un garçon à lunettes interrompt la classe, affirmant avec certitude que c'est un mensonge. Une fille demande pourquoi l'institutrice mentirait, et il répond que c'est parce qu'il pense qu'ils ne sont que des enfants. Le garçon ouvre alors un vieux et épais livre pour prouver qu'il disait la vérité. Surpris, les autres demandent où il a eu le livre, et il révèle qu'il l'a pris dans le bureau du directeur. Il commence à lire, expliquant qu'il y a longtemps, des extraterrestres sont venus sur Terre. L'histoire montre des extraterrestres géants et colorés apparaissant au-dessus des bâtiments de la ville. La nouvelle s'est répandue, montrant le chaos et la panique des gens à leur arrivée. L'humanité a combattu avec une arme ultra puissante appelée Aek, mais quelque chose a mal tourné. L'extraterrestre a simplement ouvert un portail et a mangé l'arme, forçant les humains à se rendre. De retour au présent, la cloche sonne et la gardienne commence à appeler les enfants par leur nom. Elle appelle alors Mori, et notre protagoniste est confus, ne comprenant rien. La gardienne s'approche de Mori avec un sourire, et dit qu'il y a une lettre pour lui. Le garçon prend l'enveloppe qui a un seau de cire rouge en plein milieu. La femme dit que maintenant il a un parrain, et lui demande s'il n'est pas content. Il trouve alors la petite fille aux cheveux roux debout dans le couloir, l'air très contrarié. En s'approchant, il voit que son visage est plein de larmes, car elle avait pleuré. Soudain, un bruit étrange attire leur attention, venant d'une table couverte. La fille lui dit de s'en aller, alors qu'elle pleurait encore. Il commence alors à tourner en rond autour de la table, très effrayé par ce qui pourrait en sortir. La fille reste blottie dans le coin, confuse par la réaction étrange de son ami. Par terre,
il trouve un biscuit mordu ainsi que quelques brindilles et des fleurs. Maury rampe vers les objets pour enquêter sur ce qu'il pensait être la cachette d'un monstre. La fille explique alors que tout cela sont des choses qu'elle chérit et qu'elle gardait là. Elle ramasse le biscuit par terre, en grognant avec un air de dégoût sur le visage. La fille révèle que les 100 nuits sont déjà passées, et que sa mère lui a menti. La fille pleure en disant que maintenant elle est complètement seule au monde. Voyant sa tristesse, Maury s'assoit à côté de la fille dans un geste maladroit. Peu à peu, elle se calme et parvient même à lui adresser un petit sourire. Le garçon lui offre le biscuit, et elle demande si elle peut vraiment le manger. Il commence à baver d'envie alors qu'elle approche la nourriture de sa bouche. La lumière du soleil illumine leur cachette, rendant l'atmosphère un peu plus joyeuse. Elle remarque qu'il ne sait pas lire, et prend la lettre de sa main pour l'aider. Mais en l'ouvrant, elle voit que la lettre ne contient qu'un seul mot écrit, « Bonjour ». Indignée, elle secoue l'enveloppe et demande si c'est tout, et quelque chose tombe. Ce qui tombe par terre est une magnifique fleur d'un bleu vif qui ressemble à du cristal. Maury est complètement hypnotisé par la beauté de cette fleur mystérieuse. Plus tard, il emporte la fleur dans son lit et la place à côté de l'oreiller. À ce moment-là, il fait un rêve étrange, se voyant bébé entouré de fleurs bleues. De retour dans la chambre, une lumière bleue brille pendant que Maury dort paisiblement. Le temps passe à l'orphelinat, et la cloche de l'église sonne, marquant un nouveau jour. Avec cela, Maury continue de recevoir des lettres et des cadeaux, et tout le monde pense qu'il a beaucoup de chance. Il a déjà accumulé tellement de cadeaux que les autres enfants sont impressionnés par la quantité. Pendant que son ami se plaint des lettres, les autres sont ravis des crayons de couleur et de la poupée qui parle. Les enfants se demandent alors quel genre de personne est le parrain et pourquoi il est si gentil. Un des garçons dit que les adultes sont gentils quand ils se sentent coupables, laissant Maury confus. Ne comprenant rien, Maury essaie de manger le crayon de couleur, et son ami lui crie d'arrêter immédiatement. Elle le traite d'idiot et lui montre la bonne manière, expliquant que ça sert à dessiner. En voyant la couleur sur le papier, Maury est choqué comme s'il avait découvert un nouveau monde. La scène change, et le directeur invite les enfants à aider à laver le linge par une journée ensoleillée. Le texte explique que c'est le directeur qui les a appelés pour cette tâche amusante dans la cour. Avec beaucoup d'enthousiasme, les enfants retroussent leurs pantalons et entrent dans les seaux avec les vêtements. Un des garçons est surpris de voir que ses orteils sont devenus tout fripés, mais l'ami de Maury ne trouve aucun plaisir à cela et traite les autres d'idiots de penser que c'est incroyable. Maury, cependant, semble beaucoup s'amuser. Marchant dans les hauts et faisant des bulles de savon, Maury s'amuse beaucoup dans les hauts, et la fille commente que c'est incroyable. Elle l'avertit alors de ne pas marcher trop fort, mais une voix l'appelle par son nom, Dina. Confuse, elle regarde au loin et s'enfuit en courant en voyant quelqu'un, criant le nom de Rodina. Son visage s'emplit de joie et d'émotion, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Dans sa hâte de partir, la fille finit par renverser le seau d'eau par accident. Elle court dans les bras de sa mère et crie de bonheur, lui faisant un câlin très serré. Sa mère la serre fort, tandis que les autres enfants observent la scène de loin. Maury reste immobile, avec une expression confuse et légèrement triste sur son visage. Il les regarde s'éloigner, partant ensemble à travers le champ verdoyant. La scène change, et la fille, maintenant la nuit, lui dit au revoir, lui demandant de prendre soin de lui. Avec ses sacs prêts, elle lui conseille de ne pas manger vite, pour ne pas tomber malade. Elle lui offre alors son sac et ses chaussures, disant qu'elle lui donnera tout. Le garçon regarde les chaussures, et elle lui dit de les porter pour qu'il ne marche plus pieds nus. Soudain, la fille le serre dans ses bras de toutes ses forces, criant son nom. Tout près, elle lui chuchote à l'oreille qu'il doit être heureux. Cette nuit-là, Maury dort avec un sourire, se souvenant du câlin d'adieu de son ami. Il se souvient de la scène où elle partait joyeusement avec sa mère par-dessus la colline. À ce moment-là, tous les enfants de l'orphelinat ont dit au revoir, faisant un signe de la main à la fille qui partait. L'histoire montre que le garçon est retourné s'asseoir seul sur sa colline habituelle. Mais même avec l'absence de son ami, l'histoire explique qu'il ne se sentait pas seul, car les lettres et les cadeaux de son parrain étaient toujours à ses côtés, la cape était chaude, les crayons de couleur et la poupée qui parle étaient très amusants, et les lettres affectueuses venaient toujours avec un agréable parfum de fleurs sauvages odorantes. De plus, la fleur d'un bleu vif accompagnait toujours les messages simples qu'il recevait. Avec tout cela, Maury regardait l'horizon, pensif à qui envoyait tant de cadeaux. Il se souvient des questions de ses amis, si le parrain se sentait coupable de quelque chose, et il se souvient aussi de la joie de son ami en retrouvant enfin sa mère. Une lumière brille alors dans son œil, comme s'il avait eu une excellente idée. L'histoire dit que l'enfant se demandait si cette personne mystérieuse pouvait être quelqu'un de spécial. C'est alors qu'il se demanda si le parrain ne pourrait pas être sa propre mère. Décidé, Maury met ses affaires dans le sac que son ami lui a donné, prêt pour l'aventure. Il regarde une dernière fois l'orphelinat, et dit au revoir de loin, en faisant un signe de la main vers le ciel. Puis il fait un pas et commence à marcher, jusqu'à ce qu'il trouve une voie ferrée abandonnée. Portant les chaussures qu'il a reçues, il s'engage sur un chemin inconnu sous le ciel étoilé. L'histoire explique qu'il entreprend un long voyage pour enfin rencontrer sa mère. La scène change, et il semble avoir trouvé une grange pour passer la nuit avec quelques animaux.
Quand il se réveille, un veau lui lèche le visage, et l'histoire dit que l'enfant s'éveilla. Le train dans lequel il est monté sans réfléchir l'emmenait déjà dans un long voyage pour voir sa mère. La locomotive dégage de la fumée alors qu'elle traverse un désert rocheux et sans fin. Quand le train s'arrête enfin, Maury descend et ses pieds s'enfoncent dans le sable chaud. Il reste immobile, faisant un signe de la main au train alors que la machine s'éloigne et le laisse derrière. Maintenant seul, le garçon regarde autour de lui, perdu au milieu de cet immense désert. La caméra recule, montrant à quel point il est petit dans ce paysage désolé. D'un pas ferme, il commence à marcher dans le sable, avançant. Maury marche seul dans un voyage solitaire à travers le désert. Soudain, Maury entend un bruit de chute de pierre et se cache pour voir ce que c'est. Il regarde devant lui avec une expression confuse, ne comprenant pas ce qui se passe. Au loin, il aperçoit un groupe de personnes approchant au milieu du désert. À ce moment-là, une bande de motards apparaît à grande vitesse, ressemblant à des chasseurs de primes. Maury est complètement terrifié par l'apparence effrayante de ces hommes. Sans réfléchir, il se retourne et commence à courir aussi vite qu'il le peut. La bande commence alors à le poursuivre à travers le sable, encerclant le garçon de tous côtés. La scène passe à un homme mystérieux aux cheveux blancs et à l'expression sérieuse. Il observe toute la poursuite du haut d'un rocher, monté sur sa moto. Les bandits entourent Maury, et l'un d'eux demande ce qu'est cette chose, trouvant le garçon étrange. Un autre se demande comment cela peut être humain, puisqu'il est trop petit et bizarre. Un des hommes de main demande alors s'ils peuvent encore le vendre, mais l'autre ne répond pas. Maury est au sol, épuisé et en sueur de peur d'avoir été capturé par eux. Un des bandits suggère alors qu'il pourrait simplement manger un petit morceau de lui. Il dit que personne ne le remarquerait, et qu'il pourrait juste arracher une jambe, puisqu'il est petit. Soudain, un monstre géant atterrit sur le sable, soulevant un énorme nuage de poussière avec l'impact. Il fusille les bandits du regard et demande qui a dit qu'il pouvait toucher le garçon librement. Un des hommes de main est terrifié et balbutie des excuses à son patron. Le patron grogne que quelque chose de cette taille n'est même pas bon pour une collation, mais il remarque alors quelque chose. Maury reste au sol, regardant simplement toute la confusion sans comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, un tir touche directement l'un des bandits avec une rafale d'énergie verte. Les autres sont choqués, se demandant quel genre de balle c'était, qui brillait. Soudain, une moto super technologique apparaît à l'horizon, arrivant à grande vitesse. Le monstre crie que c'est un motard, et dit à ses hommes de ne pas paniquer, car il n'y en a qu'un. Même avec l'avertissement, les hommes de main commencent à tirer désespérément sur le motard, mais le pilote esquive toutes les balles avec une habileté impressionnante, sans être touché. Il manœuvre sa moto et riposte, touchant les ennemis avec des lasers rouges. Voyant ces hommes tomber, le patron devient furieux et maudit le motard avec une grande haine. Il charge alors vers le motard, prêt à attaquer de toutes ses forces. Avec un rugissement de fureur, le monstre étend sa griffe, préparant le coup final, mais le motard accélère sa moto, esquivant l'attaque avec une manœuvre très risquée. Le coup du monstre frappe le sol et provoque une gigantesque explosion de sable et de poussière. Avec un sourire confiant, le patron regarde la fumée, pensant qu'il a gagné le combat, mais sa main commence à avoir des ratés, comme si un programme informatique fonctionnait mal. Soudain, il lève les yeux écarquillés, complètement sous le choc. Le motard saute avec sa moto au-dessus de la fumée, dans une incroyable manœuvre aérienne. Il active alors une arme à énergie qui commence à briller d'une lumière bleue très intense. Un faisceau d'énergie est tiré du ciel, créant des anneaux de lumière et frappant le sol. Maury se recroqueville, se protégeant du vent et de la poussière que l'explosion a provoqué. Le motard atterrit avec sa moto dans un dérapage stylé, laissant une traînée d'énergie sur le sol. La poussière se dissipe, révélant un énorme cratère là où se trouvaient autrefois les chasseurs de primes. Assis sur sa moto, le motard se plaint qu'ils ont encore fait ça sur son territoire. Maury se tient juste devant le pneu de la moto, levant les yeux, effrayé et confus. Le mystérieux sauveur se tourne, et ses yeux jaunes brillent en direction du garçon. Le motard est intrigué, se demandant ce que diable ce minuscule enfant fait là. Maury regarde le motard avec colère, mais tremble de peur à cause du danger. Le motard remarque sa peur, et son robot assistant flottant apparaît à côté de lui. L'intelligence artificielle scanne Maury, montrant qu'il est effrayé et nerveux. Le motard s'accroupit, et le petit robot explique qu'il s'agit d'un bébé humain, laissant le motard pensif. Soudain, le masque du motard s'ouvre, révélant un visage démoniaque et souriant. Il salue le petit garçon en disant bonjour d'une voix énergique et joyeuse. Maury reste sans voix, une goutte de sueur coulant sur son visage effrayé. Le motard lui dit de ne pas s'inquiéter, et lui présente son ami robot, nommé Aya. Avec un grand sourire, il propose de ramener le garçon perdu chez lui. Les yeux de Maury brillent, pleins d'espoir et d'admiration pour son sauveur. Le motard demande alors au petit garçon de le suivre, et commence à marcher à travers le désert. Maury le suit, et le démon esquisse un léger sourire, heureux d'avoir aidé. Mais seul, le motard révèle un sourire malicieux, se demandant quoi faire maintenant. Il pense que bien que manger des humains ne soit pas illégal, c'est un tabou social. Le démon calcule alors le prix et dit que même s'il est petit,
il rapporte quand même beaucoup d'argent. Il pense à le vendre vivant aux cavernes, car un fou pourrait le vouloir comme jouet. Ce faisant, il remarque les vêtements du garçon et pense qu'aux enchères, il rapporterait beaucoup d'argent. Mais Maury le pique du doigt, et le motard demande au petit d'attendre un peu, d'un ton un peu impatient. Il réalise alors qu'il y a quelque chose sur les vêtements du garçon, un symbole étrange et lumineux. En reconnaissant le symbole, le démon devient terrifié, suant à grosses gouttes de pure peur. Il change instantanément d'attitude et dit en riant que waouh, il se fait déjà tard. Le motard s'excuse, disant qu'il est en effet un type vraiment très occupé. Déjà sur la moto, il demande si Maury sait comment rentrer seul et célèbre la réponse positive. Sur ce, le démon démarre en trombe et disparaît à l'horizon, laissant le garçon derrière lui. Il regarde en arrière tout en accélérant, fuyant cet endroit aussi vite que possible. Le motard continue de suer, pensant que c'était le symbole et qu'il a failli gâcher sa vie. Son robot le taquine alors en disant qu'il se dégonfle, mais le motard lui dit de la fermer. Il se racle la gorge en disant que la peur lui a asséché la gorge, et le robot lui propose à boire. Le démon attrape la bouteille et le remercie, se remettant encore de l'énorme frayeur qu'il a eue. Mais en buvant, il s'étouffe, comme si quelque chose n'allait pas du tout avec la boisson. D'une manière ou d'une autre, Maury s'accroche au motard à toute vitesse, laissant le démon en panique. Il crie en demandant quand et comment le garçon est monté sur la moto, complètement désespéré. Le motard continue de rouler en lui hurlant de descendre, mais le garçon ne lâche pas prise. Dans son désespoir, il perd le contrôle de la moto et les deux font une mauvaise chute dans le sable. La scène s'assombrit, et quelque temps plus tard, le démon ouvre enfin les yeux, un peu étourdi. Il se réveille avec un mal de tête et grogne, voyant plusieurs papiers éparpillés sur le sol. Confus, il voit qu'il est couvert par la cape du garçon et d'autres choses de son sac. Le motard reste assis, essayant de comprendre ce qui s'est passé après l'accident de moto. Là-dessus, il ramasse l'une des feuilles et se demande ce que c'est, cela ressemble à une lettre. Maury apparaît alors de derrière le papier, avec une expression inquiète et légèrement effrayée. Le motard sursaute de peur et crie parce qu'il pensait que le garçon dormait, mais le robot explique qu'il l'a couvert avec les objets et a fait un feu pour le réchauffer. Le robot dit qu'il semble avoir besoin d'hydratation, et le motard accepte de boire de l'eau. Maury se lève alors et retourne vers le feu, laissant le démon le regarder. Il prend la gourde pour aller chercher l'eau, et le motard le regarde simplement, se sentant mal à l'aise. Mais Maury trébuche sur une pierre et finit par jeter toute l'eau au visage du motard. Le démon est trempé et sans voix, les yeux écarquillés sous le choc total. Maury devient terrifié, les cheveux hérissés, pensant qu'il a fait une énorme erreur. Là-dessus, il court et commence à rassembler ses affaires, et le motard réalise que c'était lui depuis le début. Les yeux du démon s'écarquillent et il fixe le garçon avec une expression très sérieuse. Maury serre ses affaires contre lui, tremblant de peur de la réaction possible du motard. Le démon reconnaît alors le sceau de la lettre et est certain que c'est le symbole qu'il craignait. L'histoire explique que c'est le symbole de l'un des 7 doigts, le début et la fin de l'univers. Menacer un porteur de ce symbole, c'est comme signer son propre arrêt de mort. Une image sanglante montre l'œil d'une créature avec le symbole gravé dans sa pupille. Le motard déglutit difficilement, essuyant la sueur de son cou car il sait qu'il s'est mis dans le pétrin. Mais même avec tout le danger, l'histoire explique que le motard était toujours pensif. Il regarde le garçon qui semble être une sorte d'humain stupide et sans défense au milieu de nulle part, et il remarque aussi le symbole gravé sur la plupart des objets que le garçon transporte. Le motard se souvient alors des papiers, qui sont si chers qu'ils valent un mois de nourriture. Il remarque également que l'encre sur la lettre semble avoir été écrite avec grand soin. Avec un sourire maléfique, il réalise qu'il peut gagner une grande récompense s'il livre le garçon, mais le robot l'avertit alors que la batterie est faible, et le motard lui dit d'aller se reposer. Le robot se désintègre et retourne à l'arme, et le motard continue son voyage avec le garçon. Il se tourne ensuite vers le garçon et lui demande s'il a compris le plan, en claquant des doigts. Le démon dit que les sauveurs comme lui sont rares, et que le garçon a eu beaucoup de chance. Il continue en disant qu'il est le seul à bien connaître la région et qu'il peut le guider en toute sécurité. Pour prouver ce qu'il dit, il montre du doigt des lézards qui pleurent sur une tombe à proximité. Le motard commence à expliquer que lorsqu'ils arriveront à destination, il le fera, mais le garçon est distrait par quelque chose par terre et s'éloigne, laissant le démon parler tout seul. Agacé, le motard le gronde de ne pas faire attention pendant qu'il parle. Maury montre alors ce qu'il a trouvé, un scarabée bleu géant qu'il est sur le point de manger. Le démon reste silencieux, complètement choqué et sans voix devant la scène. Dans une crise de panique, il attrape le garçon et lui hurle de cracher cet insecte tout de suite. Le motard est allongé, épuisé, sur le sol, rampant de désespoir à cause des actions du garçon. Le motard crie sur Maury, disant que manger quelque chose comme ça pourrait le tuer instantanément. Il tient alors le scarabée et le montre, expliquant que les pattes bleues indiquent la présence de poison. Le démon continue la leçon, parlant des champignons et des scorpions qui sont aussi dangereux. Assis dans le sable, il demande si le garçon a compris, et Maury hoche la tête affirmativement. Le motard soupire de soulagement, pensant qu'il n'aurait plus de problème avec le garçon, mais juste après,
il voit Maury essayer de tripoter un robot de sécurité géant et dormant, puis le garçon essaie de toucher une énorme plante carnivore qui émerge du sable. Pour aggraver les choses, Maury se noie presque dans des sables mouvants, se couvrant de boue. Le démon crie désespérément pour qu'il ne se salisse pas, car le garçon est tout brillant et propre. Épuisé, le motard se jette par terre, se demandant ce qu'il fait de sa vie, bon sang. Plus tard, il se réveille et voit Maury dessiner près du feu, très concentré. Le motard s'assoit et demande ce que le garçon dessine avec une telle attention. Maury montre les dessins, babillant des choses que le démon ne peut pas comprendre. Il remarque alors un nom étrange écrit sur une boîte, et se demande si Maury est un nom. Le motard prend l'un des dessins et demande ce qu'est cette chose noire que Maury a dessinée. Maury montre le dessin du doigt, et le démon demande si c'est censé être lui. Le motard est choqué et incrédule d'apprendre que le dessin est un portrait de lui. Avec une goutte de sueur sur le front, il tient le papier et analyse le dessin du garçon. L'histoire explique que le motard a fixé le dessin pendant un long moment. Après tout, c'était la première fois que quelqu'un prenait la peine de le dessiner. Le robot réapparaît et dit que le motard semble de bonne humeur, ce qui embarrasse le démon. L'intelligence artificielle se décrit alors, et donne 50 points à la capacité d'observation de Maury. Le motard se tourne alors vers le garçon, avec une expression sérieuse et légèrement émue. Il dit que le garçon devrait le dessiner d'une manière plus impressionnante, et montre comment faire. On change de scène pour voir le motard ailleurs. Debout sur un rocher, il lance un appareil en l'air et poursuit sa démonstration. Il dit ensuite que dès qu'ils auront franchi cette colline, le voyage touchera à sa fin. Mais Maury est déjà parti en courant, et le motard lui crie d'écouter ce qu'il dit. Irrité, le démon menace de le laisser derrière s'il ne se dépêche pas de marcher avec lui, mais quelque chose attire l'attention du motard, et il s'arrête de parler, avec une expression confuse. Maury trouve une étrange créature, et le motard se demande si c'est un animal sauvage. Soudain, une bête plus grosse apparaît et attaque la plus petite créature, projetant Maury au loin. Les griffes du monstre s'enflamment, et il attaque avec un coup flamboyant. L'attaque crée un mur de feu gigantesque, qui se propage dans toute la zone. Le motard est choqué, la bouche ouverte d'admiration devant la puissance de cette bête. La flamme intense continue de brûler, transformant le désert en un véritable enfer. Son arme à la main, il crie sur le garçon, lui demandant ce qu'il fiche, bon sang. Il court alors vers le feu, tandis que le monstre s'enfuit avec sa proie. Le motard tend la main, essayant d'atteindre le garçon avant que les flammes ne l'attrapent. La scène se remplit d'un rouge intense, montrant la silhouette du motard au milieu du feu. L'histoire explique que le motard a paniqué devant les flammes vacillantes. Après tout, l'enfant serait carbonisé sans laisser de traces s'il restait là. Mais à ce moment précis, la cape du garçon se met à flotter d'une manière étrange, et cela a fait disparaître les flammes autour de lui, une par une, miraculeusement. L'histoire explique que c'était comme une cape magique, le protégeant du danger. Une fois le feu éteint, Maury s'assoit par terre, complètement indemne et en sécurité. Le motard reste bouche bée en voyant que la plus grosse créature s'occupe du bébé. Il court vers le garçon et lui demande, en bégayant, s'il va bien après tout ça. Le démon s'agenouille, épuisé et soulagé, disant qu'il a failli avoir une crise cardiaque, mais soudain, il se tourne avec un regard furieux vers les monstres. Le motard sort son arme et maudit les créatures, les traitant de petites merdes. La plus grosse bête se retourne, prête à se battre, et le bébé se cache derrière elle, mais Maury gronde le motard, disant qu'il se fait passer pour la victime après avoir tout mis en feu. Il crie que le petit monstre est aussi un enfant, et qu'il a failli finir en barbecue à cause de lui. Le motard pointe son arme sur les deux, leur demandant s'ils pensent à s'enfuir maintenant. Là-dessus, le robot réapparaît et prévient que quelque chose approche de sous la terre. Le sable commence à trembler, et une créature gigantesque ressemblant à un dragon émerge de la terre. Le monstre colossal se dresse, ses yeux bleus brillant dans l'obscurité du désert. Le motard est choqué et jure, car il se rend compte que c'est l'adulte de l'espèce. Il se place alors devant Maury, déterminé à le renvoyer en arrière avant de se battre. Le robot prévient que le monstre arrive, et le motard se prépare à l'impact. La créature géante s'accroupit alors devant eux, semblant calme et douce. Le monstre baisse la tête, s'inclinant devant le motard et les autres créatures. Le démon devient embarrassé et essaie de menacer la bête, mais le robot lui demande pourquoi il crie. Maury s'approche alors d'une des créatures, qui semble un peu confuse par la situation. La petite créature lui donne un énorme cristal jaune, qui brille d'une lumière intense. Le garçon ouvre son sac et range le cadeau, tandis que les autres regardent la scène. Il caresse ensuite la créature avec une plume, et celle-ci devient toute joyeuse et bondissante. Le motard est choqué, ne comprenant pas pourquoi il tourne autour du garçon. Les créatures grimpent alors sur le plus gros monstre, qui commence à s'enfoncer de nouveau dans le sable. Le bébé se blottit contre la grande bête, semblant heureux et en sécurité auprès de sa famille. Le motard regarde la scène, et Maury se tourne vers lui, serrant fermement sa cape. Le démon explique qu'il a failli mourir aujourd'hui et qu'il n'a survécu que grâce à la cape. Il dit que la cape est magique, qu'elle fait disparaître le feu et régule la température. Le motard conseille alors à Maury d'être reconnaissant envers celui qui lui a donné la cape, et le garçon est d'accord.
Le motard grogne, n'arrivant pas à croire qu'il est entouré de créatures mignonnes et brillantes. Plus tard, il s'allonge pour se reposer près du feu, tandis que Maury reste éveillé. Le garçon regarde le démon dormir, avec une expression pensive et légèrement inquiète. Le motard appelle alors son robot, lui demandant de montrer les données sur les humains. L'intelligence artificielle projette un écran holographique, chargeant toutes les informations. Le robot montre les données, qui incluent le cycle de vie et la structure de l'ADN des humains. Le motard regarde les données et acquiesce, semblant en comprendre un peu plus sur l'espèce. Il en conclut que si les humains se reproduisent, alors cet enfant doit aussi avoir une mère. L'histoire explique que les humains sont apparus pendant que les maîtres de la Terre étaient absents, et qu'ils voulaient croire que tout leur appartenait, même les autres êtres humains. Le motard pense que, vu comment les choses en arrivent là, les puissants s'en fichent. Il se tourne sur le côté avec une expression irritée, pensant à la cruauté des humains. Pendant ce temps, Maury dort déjà profondément. Couvert par sa cape chaude et magique, le démon se rapproche et regarde le garçon dormir. Avec un regard plus doux, il tend alors la main et prend la petite main de Maury. Dans un geste d'affection inattendu, la petite main du garçon serre le doigt du démon, créant un lien entre les deux. La scène montre les deux dormant ensemble près du feu, comme s'ils étaient père et fils. Le motard se réveille et regarde Maury dormir, avec un regard pensif et déterminé. Pendant qu'il dort, le garçon se tourne et se blottit dans le bras du démon, le surprenant. Il se rallonge alors, un sourire aux lèvres, semblant avoir pris une décision. La scène change, et une voix dit qu'elle le trouvera. Le motard et son robot regardent Maury dormir, et la voix confirme qu'elle le fera, sans aucun doute. La scène change à nouveau, et Maury se réveille allongé dans un champ verdoyant, luxuriant et paisible. Il s'assoit sur l'herbe et regarde autour de lui, confus par le changement soudain de décor. Le garçon regarde le ciel, puis le champ, essayant de comprendre où il a atterri. Soudain, il écarquille les yeux en voyant quelque chose s'approcher de loin. La caméra se concentre sur Maury, qui semble endormi et a le visage tout fripé d'avoir tant dormi. Le motard le tient et lui demande s'il cesse de réveiller, tout en conduisant la moto à travers le désert. Il pointe vers l'avant et dit au garçon de jeter un œil à ce qui arrive. La scène révèle une ville géante, entourée d'imposants canyons rocheux. En arrivant, Maury est impressionné par la nourriture et l'agitation de la ville. L'endroit est construit au milieu d'un canyon, avec des ponts reliant les falaises. Soudain, un groupe de démons entoure le garçon, disant qu'il est la chose la plus mignonne. Il se présente et demande comment va le petit, tous enchantés par lui. Maury est embarrassé, tandis que les démons commentent à quel point il est petit et adorable. Le motard le prend alors et leur crie de partir, disant que ça leur coûtera cher. Il grogne que Maury se fait plus remarquer que prévu, et le robot est d'accord. Ils entrent dans une sorte de bar, et le motard traverse l'endroit avec le garçon dans ses bras. Une femme nommée Valentine s'approche et demande ce qui se passe avec le motard. Elle demande quand il a décidé d'élever un humain, et le motard l'avertit qu'il n'est pas de la nourriture. Le démon montre alors la lettre et lui demande si elle a déjà vu ce symbole quelque part. Elle explique que le symbole est utilisé comme moyen de paiement, et qu'ils sont probablement en ville. Le motard est choqué et demande où ils sont, et Valentine répond que c'est juste là. La femme caresse alors les cheveux de Maury et commente que l'homme qu'elle a vu avait aussi les cheveux noirs. Valentine demande pourquoi il viendrait ici, et le motard demande un logement pour 50. Les deux commencent à se disputer sur le prix, et le motard crie que 35 suffisent. Irrité, Valentine se lève et dit qu'il ne la trompera pas encore comme la dernière fois. Elle lui attrape le visage et fait une contre-offre, disant que c'est à prendre ou à laisser. Vaincu, le motard jette l'argent sur la table, et les autres démons rient. Le robot suggère de vendre une batterie, mais le motard dit que ce serait du gâchis. Il s'irrite alors à l'idée de vendre les affaires du garçon et de le laisser affamer. Maury lui tend le cristal, et le motard demande à Valentine combien il vaut. Elle reconnaît l'objet et révèle que c'est une pierre de Thomas, laissant le motard surpris. D'un seul contact, la femme brise facilement le cristal en 3 morceaux. Le motard est terrifié par ce qu'elle a fait, les cheveux dressés sur la tête par la peur, mais elle lui demande de se calmer et de regarder attentivement, car le cristal se répare tout seul. Valentine explique qu'il se répare, se nourrit de lumière et brille dans le noir. Le motard demande si c'est cher, mais elle dit que c'est devenu si populaire que ça n'a plus aucune valeur. Il grogne et rend la pierre à Maury, disant que c'est ce qu'il pensait aussi. Le motard laisse tomber la pierre par terre, elle roule et s'arrête près d'une autre personne. Le garçon se dirige alors sans crainte vers celui qui a ramassé le cristal. Lui et la créature mystérieuse touchent la pierre en même temps, créant un moment de connexion. Le garçon s'assoit et le démon masqué observe le petit avec curiosité. La créature se révèle avec une apparence effrayante, mais elle semble douce près du garçon. Les yeux écarquillés, le démon masqué dit que le garçon est adorable. Il commence alors à jouer avec Maury, soulevant le garçon par le ruban de sa capuche. Soudain, la créature attrape fermement le garçon. Il ouvre un portail magique et tire Maury à l'intérieur, plusieurs mains l'agrippant. Le garçon se frotte les yeux et voit le démon masqué l'observer depuis l'obscurité. Maury est terrifié, une goutte de sueur coulant sur son visage effrayé. La créature disparaît alors dans les ombres, emportant le garçon loin du bar.
Laissé seul, Mori commence à pleurer et à crier de peur au milieu de l'obscurité. Il continue de pleurer, les larmes coulant sur son visage, se sentant seul et perdu. Le motard entend les pleurs et se retourne, avec une expression choquée et inquiète sur son visage. Le motard regarde autour de lui et se demande où est passé Mori, quelque peu inquiet. Il crie le nom du garçon, se demandant où ce gamin est encore passé. Un des démons grogne, tandis que la créature masquée disparaît derrière un rideau. Le démon masqué regarde en arrière, comme s'il cachait quelque chose d'important. Le motard se lève d'un bond, avec une expression de colère et de désespoir sur son visage. Il court vers le rideau et crie à la créature d'attendre, essayant de l'empêcher de fuir. Le robot commence à scanner la zone, et le motard lui crie de s'arrêter un instant. Il tend la main, criant une fois de plus à la créature de s'arrêter, mais il est trop tard. Le démon masqué saute du pont, disparaissant dans l'abîme sombre du canyon. Le cavalier se tient au bord, choqué et confus par la fuite soudaine de la créature. Le démon masqué lève les yeux, avec un regard défiant et mystérieux. Le robot dit avoir détecté une forme de vie dans la poche de la créature, et le cavalier devient furieux. Il ordonne alors au robot de s'envoler pour leur bloquer le chemin, et le petit flotte. Le cavalier se met à courir sur le pont, poursuivant le ravisseur de toute sa vitesse. Le robot vole, cherchant un moyen d'intercepter le démon masqué. Le robot commence à scanner la ville, son capteur brillant d'une lueur verte. Le système cartographie toute la structure du canyon, montrant les ponts et les passages. L'écran holographique affiche diverses données, analysant les obstacles et les chemins possibles. Le robot signale qu'il a trouvé 14 itinéraires possibles pour la poursuite. Il calcule la vitesse et la direction de la cible, et conclut qu'ils sont sur l'itinéraire 2. L'intelligence artificielle lance la navigation, et le cavalier fonce à la poursuite du ravisseur. Le robot prévient qu'il y a des escaliers devant, et le cavalier descend les marches rapidement. Pendant ce temps, le démon masqué se cache derrière des tonneaux, essayant de le semer. Le cavalier continue la poursuite, courant sur le pont sombre avec une grande détermination. Le robot le guide, lui disant de prendre le pont de gauche, et le ravisseur fait un détour. Non loin de là, un artiste de rue expose son chef-d'œuvre, un autoportrait de sable. Mais le cavalier passe en courant et détruit la sculpture, sans même réaliser ce qu'il a fait. L'artiste se met à pleurer, voyant son œuvre de 6 mois détruite en quelques secondes. Le robot se pose alors au sol, indiquant que la cible a de nouveau changé d'itinéraire. Le robot prévient qu'il est passé à l'itinéraire 11, et le cavalier saute sur un autre chemin. Le démon masqué court, regardant en arrière pour voir si le cavalier est toujours à ses trousses. Mori, à l'intérieur du sac, se débat et tremble de peur, essayant de s'en échapper. Le robot prévient qu'il approche de la destination, et le cavalier accélère. Il atteint alors un endroit qui ressemble à un portail, avec une lumière dorée à l'arrière. Le cavalier saute sur un autre rocher, utilisant les chemins du canyon pour prendre un raccourci, mais il atteint une impasse et se demande si le robot est sérieux. L'intelligence artificielle montre alors la cible sur la carte et crie que c'est maintenant. Le cavalier se jette de la falaise, utilisant un grappin pour se balancer de l'autre côté. Il atterrit lourdement sur le sol, roulant plusieurs fois avant de réussir à se relever. Le ravisseur se retourne et est choqué de voir que le cavalier a réussi à le rejoindre. La créature se retourne et tente de fuir à nouveau, mais le cavalier se rapproche. Le démon invoque alors sa moto du ciel, qui tombe sur le ravisseur. La moto atterrit sur le sol, et le cavalier s'approche de l'ennemi tombé et acculé. Le démon masqué lui demande qui il est et pourquoi il le poursuit ainsi, mais le cavalier l'ignore et crie le nom de Mori, lui demandant si le garçon l'entend. Le démon masqué marmonne quelque chose, et le son étouffé provient de l'intérieur de la poche. Le robot analyse la voix, essayant d'identifier à qui appartient le son qu'il a entendu. Avec une certitude de 98%, il confirme que c'est Mori, et le cavalier hurle de colère. Il exige que la créature lui rende son humain, mais celle-ci feint de ne pas comprendre. Le ravisseur dit qu'il ne sait pas de quoi il parle, d'une voix calme et froide. Il continue, disant que c'est quelque chose qu'il élève depuis toujours, et provoque le cavalier. Le robot prévient que le niveau de peur de Mori augmente, ce qui rend le cavalier encore plus furieux. Il pointe son arme et ordonne à la créature d'arrêter de dire des bêtises et de sortir le garçon de là. Mais le démon masqué refuse, d'un nom simple et direct. Il dit que le garçon est très mignon, et que pour cette raison, il va l'élever. La créature répète qu'elle élèvera le garçon parce qu'il est trop mignon pour le laisser partir. Le ravisseur reconnaît le cavalier et le provoque, le traitant de fou. Il continue en disant que le cavalier est un hors-la-loi tristement célèbre avec une progéniture illégale. Le cavalier demande alors comment quelqu'un d'aussi dangereux que lui peut élever un humain, mais le démon masqué répond qu'il peut l'élever avec beaucoup plus d'amour que lui. Le démon masqué dit que le cavalier veut aussi le garçon parce qu'il l'aime bien. Il défie le cavalier, proposant de demander à Mori lui-même avec qui il préfère rester. La créature se tait un instant, fixant le démon de ses yeux vides, mais il esquive le sujet en disant que la vie du garçon n'est pas important dans cette situation. Le cavalier se prépare alors à se battre et le robot se transforme en une arme puissante. Le ravisseur prévient que tirer en ville le mettra sur la liste des personnes recherchées, mais le cavalier s'en moque,
et les pleurs de Maury résonnent dans l'obscurité, le laissant désespéré. L'histoire montre que l'enfant avait peur et ne voyait aucune issue à cet endroit sombre. Soudain, une voix lui parle, et c'était la poupée que sa mère lui avait donnée. Le démon masqué fait alors une proposition, disant qu'il sera généreux et cédera. Il propose de garder la tête, et le cavalier peut garder le corps du garçon. L'écran du robot montre que l'énergie restante est de 63%, suffisante pour un tir. Le cavalier pense qu'il a le pouvoir de faire sauter la tête de l'ennemi d'un seul coup, mais il hésite car la compression de la poche musculaire pourrait écraser le garçon. Il s'irrite, souhaitant pouvoir sortir Maury de là avant de tirer sur le ravisseur. Le ravisseur est agacé par le silence du cavalier et ose l'ignorer de la sorte. Soudain, il sent quelque chose d'étrange bouger à l'intérieur de sa cape et est surpris. Le démon masqué gémit de douleur, ne comprenant pas ce qui se passe à l'intérieur. Il crie désespérément, et Maury sort de la poche, laissant une flaque de liquide derrière lui. Le cavalier sourit, et Maury court vers lui, fuyant les mains du ravisseur. La créature crie que c'est dégoûtant, tremblant de colère et de dégoût face à la situation. Il devient furieux, hurlant sur la façon dont le garçon a osé faire ça dans sa poche. La scène se concentre sur Maury, qui continue de s'enfuir, ignorant la fureur du ravisseur. En un clin d'œil, le cavalier tire un projectile d'énergie qui arrache le bras de l'ennemi. Le démon masqué hurle de douleur, se lamentant d'avoir perdu son bras et ses bijoux. Le cavalier s'approche et le fixe, lui disant de bien écouter ce qu'il va dire. Avec Maury dans ses bras, il menace l'ennemi, lui disant de ne plus toucher le garçon. Il poursuit la menace, disant qu'il le fera ramper comme un serpent s'il désobéit. Le cavalier grogne, réalisant que le tir était trop bruyant et a attiré l'attention. Il appelle alors son robot, et la moto se réassemble pour qu'il puisse s'échapper de là. Le cavalier prend Maury, vérifiant si les vêtements du garçon sont propres. Le problème résolu, il monte sur la moto et file à travers le désert. Le démon respire de soulagement, et Maury le regarde avec une expression confuse. Soudain, le cavalier se met à rire bruyamment, heureux de ce qui s'est passé. Il se moque du ravisseur, riant de la façon dont l'ennemi est devenu tout dégoûtant et irrité. Le robot loue la tactique, disant que c'était une méthode d'évasion vraiment ingénieuse. Le cavalier serre alors Maury dans ses bras et le félicite, disant qu'il s'est très bien débrouillé. Il dit qu'il est très fier du garçon, et les yeux de Maury brillent de joie. Le garçon grimpe sur les épaules du cavalier, se sentant majestueux et victorieux. Le robot demande quelle direction ils doivent prendre, et le cavalier répond que c'est la route la plus rapide. Avec Maury sur ses épaules, il annonce qu'ils vont au berceau des baleines. Mais le garçon commence à grimper sur sa tête, et le cavalier lui crie de descendre. Ils arrivent dans un endroit plein de brouillard et descendent de la moto pour continuer à pied. Maury grimpe sur une colline et regarde autour de lui, curieux du nouvel environnement. Soudain, la bouche du garçon s'ouvre en grand, émerveillé par ce qu'il voit devant lui. La scène révèle un paysage montagneux, avec les deux explorant le nouveau territoire. Ils voyagent à travers des forêts, des ruines et des déserts, vivant de nombreuses aventures ensemble. La nuit, ils campent et cuisinent sur le feu, partageant un moment de paix. Ailleurs, ils trouvent une forêt sinistre, avec des branches qui ressemblent à des tentacules. Dans une grotte sombre, le cavalier s'évanouit, et Maury est effrayé par une forte lumière. Le robot sauvegarde les données, enregistrant que l'étrange créature craint les lumières fortes. Ils arrivent ensuite dans une grotte avec la phrase « Pas de guerre » écrite sur le mur. Le cavalier ramasse un bouclier improvisé, et les deux se préparent pour la suite. Ils naviguent sur une rivière souterraine, avec Maury sur un radeau, et le cavalier nageant à ses côtés. En arrivant dans une grotte sombre, il voit plusieurs yeux rouges les observer depuis l'obscurité. Soudain, une nuée de créatures volantes attaque, et le cavalier essaie de se protéger. Maury démonte le robot, prenant une pièce verte qui brille d'une lumière intense. Il frotte ensuite la pièce sur le visage du cavalier comme s'il s'agissait de peinture de guerre. Le voyage continue, et leur moto survole un champ verdoyant sous le clair de lune. Maury regarde la lune avec un air pensif, se remémorant tout ce qu'il a vécu. La scène révèle un ciel étoilé, avec un banc de baleines volantes géantes. Une des baleines survole leur moto, créant une scène magique. Maury tend la main, émerveillé par la beauté de ces créatures volantes. Le cavalier sourit, heureux de voir la joie du garçon devant ce spectacle. Il active le pilote automatique et soulève Maury dans les airs pour qu'il puisse mieux voir. Le garçon tend la main, essayant d'atteindre les étoiles et les baleines dans le ciel. Une des baleines s'approche, et la bouche de Maury s'ouvre en grand devant sa majesté. La petite main du garçon touche presque la peau de la baleine. Dans un moment de pure magie, les yeux de Maury brillent, reflétant le ciel étoilé et les lumières des aurores boréales. Le banc de baleines poursuit son voyage, disparaissant à l'horizon étoilé. Maury ferme les yeux et se souvient d'une voix aimante. Le souvenir montre une femme aux cheveux noirs, serrant le garçon dans ses bras avec amour. La voix de la mère résonne, et Maury dort avec un sourire aux lèvres, se sentant aimé. Il se réveille en sursaut dans les bras du cavalier, confus par le rêve qu'il vient de faire. Le démon remarque qu'il s'est réveillé et le serre plus fort, poursuivant le voyage. Le cavalier reproche au robot sa façon de conduire, mais le garçon dort paisiblement.
Le robot se défend en disant qu'il faisait attention et que le pilote automatique est génial. L'intelligence artificielle le taquine, et le cavalier s'irrite, se rappelant que c'est lui qui l'a créé. Ils arrivent dans un endroit couvert de neige, et le cavalier descend de la moto pour l'analyser. Il regarde le paysage gelé et commente que cet endroit n'a pas du tout changé. Le robot suggère qu'il marche en silence, car les créatures de la nuit pourraient se réveiller. Le cavalier essaie de montrer quelque chose à Mori, mais le robot l'interrompt en disant non. L'intelligence artificielle fait alors une pause, comme si elle était sur le point de dire quelque chose d'important. Le robot demande si le garçon n'est pas trop équipé, puisqu'il a une cape super protectrice. Le cavalier plaisante en disant que ce serait amusant de le rouler en boule, mais le robot qualifie cela d'abus. Il insiste sur la blague, mais Mori est confus, ne comprenant pas ce qui se passe. La scène change, et le robot crée un hologramme d'une montagne enneigée. Soudain, le robot prévient que quelque chose s'approche d'eux à grande vitesse. Le cavalier est choqué par la vitesse, que le robot signale être de 491 km/h. Le démon regarde en arrière, la queue battante, tendue par la menace qui approche. Une image sombre du cavalier apparaît, sa queue se balançant de manière menaçante. Il dit qu'il a un mauvais pressentiment, et décide de changer de plan et de prendre la moto. Le démon monte sur la moto et file à travers la neige, fuyant la menace qui approche. Le robot signale que la distance diminue, et qu'il reste 2 minutes avant l'arrivée. À 53 secondes, Mori regarde en arrière avec une expression de peur et d'inquiétude. Le robot prévient qu'il peut déjà voir la cible, et le cavalier accélère encore plus. Il se retourne alors et prépare son arme, prêt à attaquer ce qui arrive. Le cavalier tire un rayon d'énergie verte, essayant de toucher l'ennemi qui le poursuit, mais le tir explose dans les airs comme s'il avait heurté une barrière invisible et puissante. Le démon est choqué, et une sphère d'énergie sombre se forme devant eux. La neige commence à être aspirée dans la sphère, qui se transforme en trou noir. Une silhouette mystérieuse émerge de la neige, portant un pardessus blanc et un chapeau noir. Mori est effrayé, une goutte de sueur glissant sur son visage innocent. La silhouette fixe le cavalier, avec une présence imposante et menaçante dans le blizzard. Le cavalier est choqué, car il n'a jamais entendu parler d'un chasseur capable d'utiliser des trous noirs. Le cavalier s'irrite, n'arrivant pas à croire qu'il ait engagé quelqu'un d'aussi fort pour quelques petits tirs. Le mystérieux chasseur observe de loin, tandis que le cavalier s'enfuit avec Mori sur la moto. Le démon serre le garçon fermement dans ses bras, déterminé à le protéger du danger. Une créature avec un casque bleu se retourne. Observant la scène en silence et avec mystère, le cavalier demande au robot quelle est la probabilité de gagner, et il répond qu'elle n'est que de 16%. Il est choqué par le faible pourcentage, mais le robot dit qu'il y a encore une marge d'erreur. Le démon sait que les probabilités sont exactes, et reconnaît que l'ennemi est très fort. Il décide qu'il doit éviter un combat frontal, pour ne pas risquer la vie du garçon. Dans ce cas, il doit prendre une mesure drastique, et tout risquer d'un coup. L'arme à la main, il crie que c'est maintenant ou jamais, prêt pour le tout ou rien. Le cavalier tire un grappin sur la montagne, et utilise l'élan pour sauter par-dessus l'abîme. La moto vole dans les airs dans une manœuvre dangereuse pour essayer de semer le chasseur. L'ennemi observe simplement de loin, debout dans la neige, comme s'il attendait quelque chose. Le cavalier crie alors au robot, lui disant de désactiver le limiteur de puissance. Le tableau de bord de la moto affiche un avertissement, et le robot signale qu'il accède au mode accélération. Un avertissement apparaît sur le tableau de bord, montrant que la moto entre en mode super vitesse. Le robot prévient de faire attention aux fractures, et l'arme du cavalier brille d'énergie. Un faisceau de lumière bleue descend du ciel, créant des anneaux d'énergie et ouvrant un cratère. L'explosion crée plusieurs trous dans la montagne, libérant une puissante énergie bleue. Le cavalier se réjouit, disant que l'ennemi réagit et qu'ils peuvent réussir quelque chose. Mori est effrayé, et une avalanche de rochers et de neige commence à tomber vers eux. L'avalanche géante les frôle, et ils continuent de fuir à grande vitesse. Le démon accélère la moto, avec le garçon dans ses bras, essayant d'échapper à la poursuite. La moto file à travers la neige, avec le robot devant, guidant le chemin à grande vitesse. Le cavalier crie à Mori de bien se tenir, tandis que le garçon hurle de peur et d'adrénaline. Soudain, le cavalier se retourne avec une expression de surprise et d'inquiétude sur son visage. Le robot prévient qu'il voit le pont de glace juste devant, leur objectif. Le cavalier tire un rayon d'énergie en direction du chasseur, essayant de le ralentir. Le tir ouvre un chemin d'énergie, mais l'ennemi continue de s'approcher. Le chasseur crée alors une sphère d'énergie bleue, se préparant à une contre-attaque. La sphère d'énergie se déplace vers le pont de glace, créant un chemin. Le cavalier réalise que pour une raison quelconque, le chasseur n'a aucune intention d'attaquer. Il comprend que s'ils peuvent atteindre le pont, il pourrait avoir une chance de s'échapper. Le démon regarde devant lui, ses yeux brillants d'espoir et de détermination, mais soudain le chasseur apparaît devant la moto, leur barrant la route. Le cavalier est choqué, et l'ennemi l'attaque avec une vitesse impressionnante. Le chasseur saisit la gorge du cavalier, l'étouffant avec une force absurde. Le cavalier essaie de se libérer, mais la main de l'ennemi est trop forte et il ne peut pas. Le chasseur le soulève dans les airs,
laissant ses pieds pendre sans toucher le sol. Le chasseur continue de presser le cavalier. La silhouette s'approche alors de Mori, qui est recroquevillé et effrayé au sol. Le chasseur tend la main, prêt à saisir le garçon sans défense au sol. Mori le fixe avec des yeux pleins de larmes, effrayé de ce qui pourrait arriver. Soudain, le chasseur remarque quelque chose et se retourne, avec une expression de surprise. Le cavalier saute de la falaise et attaque l'ennemi avec un puissant coup de pied sauté. Le chasseur parvient à se défendre, mais l'impact du coup le projette au loin. Le cavalier tombe au sol, blessé mais déterminé à protéger le garçon à tout prix. Il fixe l'ennemi et lui demande s'il ne connaît pas cet endroit avec un regard de défi. La scène montre le pont de glace brisé, avec les deux se regardant fixement depuis des côtés opposés. Le chasseur avance, prêt à continuer le combat contre le démon blessé. Soudain, une baleine volante géante émerge de la neige. Le chasseur lance le ridé vers la baleine, utilisant le démon comme appât. Le robot prévient qu'il récupère la moto, tandis que le chasseur observe la scène. La créature secoue la tête, l'air déçu. Mori se réveille et appelle le ridé, avec le robot flottant à ses côtés, inquiet. Le ridé ouvre les yeux, étourdi, et se demande s'il s'est évanoui pendant l'agitation. Le robot explique que c'était le manque d'air, et le ridé demande comment va Mori. L'intelligence artificielle fait l'éloge de la stratégie, disant que réveiller la baleine était une bonne idée. Le ridé se lève et demande où ils sont maintenant, regardant autour de lui, confus. Il regarde le paysage avec une expression sérieuse, essayant de reconnaître l'endroit. La scène révèle une ville flottante, avec une sphère noire géante en son centre. Le robot rapporte qu'ils sont arrivés dans la ville, la destination finale de leur voyage. Mori pointe la ville du doigt, émerveillé par la vue de cet endroit flottant. Le ridé demande s'il devrait aller à l'entrée, mais le robot lui conseille de se déguiser. Il arrache alors une mèche de cheveux d'une créature morte pour s'en servir de déguisement. Le démon ajuste les faux cheveux, se préparant à entrer dans la ville sans être reconnu. Il appelle Mori et lui dit que tout va bien, prêt à commencer la nouvelle phase de la mission. Mais Mori est désorienté, ne comprenant pas pourquoi le ridé porte cette étrange chevelure. Le ridé est désorienté, ne comprenant pas pourquoi le garçon agit de cette façon. Mori se met à courir en rond, et le ridé lui demande ce qui lui a pris tout à coup. Il soulève le garçon et crie que c'est lui, le ridé, mais Mori reste effrayé. Le robot explique qu'il ne le reconnaît pas à cause des cheveux, ce qui irrite le ridé. L'intelligence artificielle suggère alors une solution à ce problème inattendu. Le robot se place sur la tête du garçon, et les deux se cachent sous la cape. Le ridé met alors Mori sur ses épaules, et les trois forment une silhouette bizarre. Ils traversent un couloir géant, et le robot se plaint que les deux sont bruyants. En arrivant au bout, ils trouvent une réception, et une voix dit bonjour. Une créature sans corps leur souhaite la bienvenue, et leur demande comment elle peut les aider. Le robot rapporte qu'ils sont là pour trouver Patch, le propriétaire du symbole. Le ridé plonge la main dans la poche du garçon pour prendre la lettre, et celui-ci gémit de douleur. Le robot remet alors l'enveloppe avec le sceau, prouvant qu'ils ont la permission. La réceptionniste crée un hologramme, et demande lequel des symboles il recherche. Le ridé est choqué, car il ne savait pas que l'insigne pouvait être utilisé par plusieurs membres. Le robot se demande vers lequel il devrait aller, ne sachant lequel choisir. Il regarde l'hologramme, essayant d'identifier lequel des emplacements est le bon. Mori fouille alors dans le sac, comme s'il cherchait quelque chose d'important à l'intérieur. Il sort la fleur de cristal bleu et la tend à la réceptionniste, un peu timidement. La fleur brille d'une lumière bleue, semblant détenir un pouvoir magique spécial. La réceptionniste se tourne, comme si elle avait reconnu l'objet que le garçon a montré. Elle dit alors qu'il n'y a qu'une seule personne qu'ils peuvent aller voir avec cet objet. Un portail s'ouvre au milieu de la pièce, révélant un chemin vers un lieu inconnu. Le robot se demande ce que c'est, et le ridé dit que ça ressemble à un portail. Les deux se regardent, et le ridé touche le portail avec sa main, sentant l'énergie. La réceptionniste leur dit de ne pas s'inquiéter, car ils y arriveront de toute façon. Le ridé entre alors dans le portail, traversant la barrière sombre avec prudence. Il marche dans un couloir sombre, jusqu'à ce qu'il trouve une lumière au bout du tunnel. La scène révèle un champ verdoyant, avec un ciel bleu et des nuages blancs. Le robot dit « Waouh !» et le ridé est émerveillé par la beauté de cet endroit. Ils arrivent à un manoir au milieu du champ, et le ridé commente le goût particulier. Mori regarde la maison avec des yeux brillants d'attente et de curiosité. Le robot dit que Mori est de bonne humeur, et le garçon se met à courir dans l'herbe. Ils atteignent le portail du manoir, et le ridé enlève ses faux cheveux, se préparant à entrer. Il avertit le robot et Mori de rester près de lui, car cela pourrait être dangereux à l'intérieur. Le ridé essaie de trouver la sonnette, mais ne sait pas où appuyer pour ouvrir le portail. Mori s'approche du portail et voit une fenêtre ouverte au deuxième étage de la maison. Une femme aux cheveux sombres apparaît à la fenêtre. Le garçon écarquille les yeux comme s'il reconnaissait la personne qu'il cherchait. Il sourit avec une lueur d'espoir dans les yeux, et court vers la maison. Mori se faufile entre les barreaux du portail et court dans le jardin, laissant le ridé derrière lui. Le démon lui crie de revenir, et le garçon entre dans la maison par la fenêtre ouverte. Le ridé panique et se met à secouer le portail, criant qu'on lui ouvre la porte.
Maury atterrit sur le plancher en bois et se retrouve dans un long couloir éclairé par la lumière du soleil. Il avance dans le couloir, et la porte au bout s'ouvre, révélant ce qui se trouve à l'intérieur. Maury regarde devant lui, les yeux brillants d'attente alors qu'il entre dans la pièce. Soudain, une créature apparaît et le voit. Elle lui demande qui il est, la créature étrange semblant également confuse par la visite. Une goutte de sueur perle sur le front du garçon, tandis que la créature lui demande comment il est entré. Ils sont surpris l'un par l'autre, et Maury se cache, car la créature dit qu'elle n'attendait pas d'invité. Le garçon se souvient alors de l'odeur des fleurs bleues, qui lui fait ressentir quelque chose de spécial. Il se retourne brusquement, comme s'il avait une idée pour résoudre la situation. Les créatures tentent de l'arrêter, lui demandant d'attendre, mais Maury n'écoute pas. Il court à travers le couloir et ouvre une double porte au bout, déterminé à continuer. Prudemment, il jette un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ses yeux brillent d'un reflet violet, émerveillé par la scène qu'il découvre. La pièce est sombre, mais plusieurs yeux dorés brillent dans l'obscurité, observant le garçon. Maury se tient immobile au milieu de la pièce, regardant droit devant, ne sachant que faire. Il se souvient alors de l'étreinte de son ami, pleurant de bonheur en retrouvant sa mère. La créature aux ailes d'ange se retourne, et Maury reste là, figé, attendant une réaction. Maury se souvient de sa mère, et l'image d'elle le serrant affectueusement dans ses bras lui revient en mémoire. La créature étend la main, essayant de toucher doucement la tête du garçon. Mais au lieu de sourire, Maury se met à pleurer, son visage tout rouge et bouffi. Ryder arrive en courant et crie son nom, inquiet de ce qui s'est passé là. Maury continue de pleurer, la bouche ouverte dans un sanglot déchirant. La créature ailée et Ryder restent immobiles, choqués par la réaction du garçon. Les pleurs du garçon résonnent dans le manoir, laissant une atmosphère triste dans l'air. Quelque temps plus tard, Maury est recroquevillé sous une table, toujours effrayé et en pleurs. Ryder rampe sous la table et essaie de lui remonter le moral, l'invitant à prendre un encas. Il suggère alors qu'il dessine quelque chose, et se jette sur le sol de la chambre, épuisé. Moria demande à Ryder comment va le garçon, et il répond qu'il a besoin d'un peu de temps. Moria commente que Ryder semble inquiet, et il dit que c'est la première fois qu'il le voit pleurer. Ryder avoue que la mère n'était pas aussi bien qu'il l'imaginait, et l'ange devient confuse. La créature se présente alors comme Myria, la marraine de Maury, laissant Ryder surpris, et l'histoire révèle qu'elle est la chef du PAE, l'organisation derrière le symbole. La scène passe à la nuit, et le clair de lune illumine la pièce où il se trouve. Maury se réveille au milieu de la nuit, avec une expression endormie et les joues rouges. Il s'assoit sur le lit et voit le robot en charge pendant que Ryder dort profondément. Le garçon s'approche du lit du démon et le regarde dormir, curieux. Soudain, Maury saute sur Ryder, qui se réveille en sursaut et crie de douleur. Le démon grogne et demande au garçon de se calmer, mais Maury ne tient pas en place. Le garçon quitte alors la pièce et jette un coup d'œil dans le couloir, comme s'il cherchait quelque chose. Il descend les escaliers prudemment, explorant le manoir sombre au milieu de la nuit. Maury atteint la cuisine et se met à ramper sur le sol, à la recherche de nourriture. Le garçon lève les yeux, les joues rouges, sentant quelque chose d'appétissant. Il grimpe sur une chaise et voit un panier rempli de fruits verts et lumineux. Ryder apparaît et l'encourage à en goûter un, disant que c'est super rare et délicieux. Maury essaie d'attraper un fruit, mais le panier est trop haut et il ne peut pas l'atteindre. Il utilise alors une chaise pour grimper sur la table et parvient enfin à attraper le fruit. Le garçon est heureux d'avoir atteint le fruit. Il regarde vers la porte et voit une étrange créature aux yeux brillants. Myria saisit une lampe de poche et traverse la bibliothèque sombre, cherchant quelque chose. Elle a de longs cheveux blancs et la peau foncée. Avec un regard sérieux et mystérieux, la créature commence à sentir la présence de quelqu'un, et va vérifier. La présence était celle de Maury, qui se promenait. Le garçon est distrait par un fruit sur la table et devient confus par la situation. Il se retourne et tombe sur Myria. Soudain, plusieurs lasers rouges traversent la pièce, manquant de peu de toucher le garçon et la créature. Myria est terrifiée, les yeux écarquillés de pur choc et de peur. Elle court se cacher derrière la porte pendant que les lasers continuent d'attaquer. Un des fruits tombe par terre, roulant à travers la pièce sombre et silencieuse. Maury rampe sur le sol, les cheveux hérissés, effrayé par le fruit. Myria regarde sur le côté et voit plusieurs fruits éparpillés sur le sol. Elle ramasse le fruit et se cache derrière le mur, curieuse à propos du garçon. Maury est derrière des caisses, et finit par s'endormir d'épuisement sur la table. La femme le regarde de loin avec une expression de pitié et une pointe de tristesse. Elle s'approche et laisse le fruit près de lui, comme une offrande silencieuse. Le fruit roule sur le sol et réveille Maury, qui sursaute. Il regarde le fruit par terre et suit sa trace avec des yeux grands ouverts. Le fruit continue de rouler, comme pour le guider quelque part. Maury tend la main, essayant d'attraper le fruit qu'il a attiré hors de sa cachette. La femme observe depuis l'obscurité, surprise par la réaction du garçon. Le garçon attrape alors le fruit et le mord avec avidité. Il sort alors en courant, maladroitement, essayant d'emporter quelques fruits de plus avec lui. Pendant ce temps, Myria observe tout et lance un autre fruit au garçon. Le petit garçon ne remarque rien et continue de mâcher le fruit, très satisfait.
Myria concentre son regard sur lui, ses yeux brillants dans l'obscurité. Puis Myria se cache derrière la porte, espionnant le garçon sans faire de bruit. La scène s'élargit, montrant la pièce vide avec la nuit étoilée à travers la fenêtre. Puis on voit la cuisine, avec des restes de fruits sur le sol, marquant le passage de quelqu'un. Allongé par terre, l'un des frères et sœurs chuchote aux autres de se taire pour ne pas le réveiller, mais l'autre, très curieux, apparaît soudain en criant qu'il veut aussi jeter un œil. L'un des frères et sœurs se demande pourquoi la cuisine est dans un tel désordre. Puis le petit Maury court et s'accroche à la jambe de quelqu'un qui vient d'arriver. Il lève alors les yeux avec un visage mignon, semblant très surpris par le visiteur. C'était Ryder, et son robot prévient que le petit Maury doit se laver le visage sale. Le petit garçon reste accroché à sa jambe, sans intention de lâcher son ami. Ryder le prend dans ses bras, faisant semblant d'être en colère, mais le drone commente que son corps est honnête. Puis le petit robot commence à donner un message important à Maury sur ce qui s'est passé hier. La scène change pour une pièce, et quelqu'un sert du thé en expliquant que leur ami est déjà parti. Assis là, Ryder remercie pour l'aide car il ne savait pas comment exprimer sa gratitude. En réponse, l'être encapuchonné pose simplement une mystérieuse boîte noire sur la table. Ryder fixe la boîte un instant et l'autre lui dit d'ouvrir le cadeau. Il ouvre alors la boîte et une lumière intense en jaillit, le surprenant complètement. À l'intérieur de la boîte, il y a un fragment d'étoile qui brille d'une beauté incroyable. Il est choqué et se demande ce que c'est, réalisant que c'est un objet très rare. En panique, il calcule la valeur, pensant que la pièce doit valoir au moins 60 000. Il pleure d'émotion, s'imaginant les bras en l'air et criant qu'il est riche. L'homme le remercie pour le travail et Ryder rit, se souvenant du petit Maury. Mais son sourire s'efface bientôt et il devient pensif au moment qu'il a vécu. Il se souvient quand il a protégé le petit garçon des monstres volants dans une grotte sombre, et aussi quand ils ont cuisiné et comment le garçon a pris soin de lui quand il était blessé. Avec ses souvenirs, Ryder pousse un soupir, réalisant que quelque chose a changé en lui. La scène passe au petit Maury dormant paisiblement, un sourire aux lèvres. Pendant ce temps, le petit robot essaie d'attirer l'attention de Ryder, qui semble distant. Soudain, il dit qu'il ne veut toujours pas partir, laissant la femme confuse. Il essaie d'expliquer, disant que Maury l'aime beaucoup et qu'il ne peut pas l'abandonner. Il essaie de le cacher, disant qu'il a pensé à rester aux côtés de Maury jusqu'à ce qu'il s'habitue. La femme lui demande alors s'il ferait vraiment ça pour eux, semblant assez surprise. Ryder s'excite et crie que bien sûr, car ils ont traversé beaucoup de choses ensemble. Mais soudain, il devient confus, ne comprenant pas ce qui se passe dans la pièce. Puis une créature sombre apparaît derrière lui, faisant hurler de peur le pauvre gars. La femme présente alors la silhouette en disant que c'est son assistant, Gilles. Elle s'excuse pour l'impolitesse, expliquant qu'il pensait que Ryder était un ravisseur. Le petit robot devient méfiant, se demandant si c'est vraiment la vérité. Ryder couvre les oreilles de Maury, mais le drone demande pourquoi puisqu'il ne comprend pas. Puis il s'allonge avec le garçon et lui dit de jeter un coup d'œil pendant qu'il parle. Le petit robot est d'accord avec l'idée, appelant Maury à aller explorer l'endroit avec lui. Le petit garçon se retourne et quitte la pièce, laissant les adultes parler seuls. La scène se déplace vers un immense hall, et la femme accueille Ryder. Elle l'invite à s'asseoir où il veut, et il dit qu'ils peuvent commencer la réunion. La femme va droit au but, révélant qu'ils n'ont toujours pas pu contacter Shalom. Ryder est confus et demande qui diable est ce Shalom. Il s'énerve contre les créatures, criant que même lui connaît le juge, comment est-ce possible que non? Une narration explique que le juge est le maître des terres et possède 7 grands pouvoirs. La femme révèle alors que Shalom est en fait l'un de ces 7 êtres puissants. Elle dit aussi que le pouvoir du trou noir de Gilly était un cadeau de sa part. Une carte énergétique apparaît sur le sol, montrant le vaste domaine qui appartient à Shalom. Un doigt pointe vers la carte, indiquant que l'abri de Maury se trouvait en plein milieu de la forêt. Comme c'était dans sa zone, ils avaient besoin d'une permission pour entrer, mais n'ont pas pu l'obtenir. Elle explique qu'ils n'ont pas non plus reçu de nouvelles de Maury, et c'est pourquoi ils ont mis si longtemps à agir, mais l'une des créatures dit que Shalom est juste une personne très occupée, et que ce n'est rien de grave. La femme prévient qu'elle continuera d'essayer d'envoyer les messages, gardant une posture sérieuse. Elle demande alors à Ryder de rester avec Maury jusqu'à ce qu'il réussisse à le contacter, et il accepte immédiatement. Mais l'une des créatures s'approche et demande si la vraie réunion va commencer maintenant. Ryder a la chair de poule, ne comprenant pas cette histoire de vraie réunion. Puis, l'un des êtres arrive avec un petit plateau contenant des ustensiles de jouets. Il saisit la minuscule fourchette, devenant complètement confus par cette situation bizarre. Puis il demande ce que c'est, et la créature explique que c'est un ustensile fait pour Maury. Ryder s'énerve, criant que c'est trop petit, mais l'autre dit que Maury est minuscule. La créature se défend, disant qu'elle a fabriqué plusieurs autres objets et appelle tout le monde pour les montrer. Il présente un lit géant, disant qu'il est parfait pour Maury qui adore rester en dessous. 2 d'entre eux s'approchent, excités, demandant ce qu'ils pensent des créations. Ryder a un petit rire, se disant que ces gens sont vraiment enthousiastes. La scène passe à Maury, qui est seul tenant un objet étrange dans sa petite main. Il explore l'endroit, qui est un immense hall plein de fenêtres et d'écritures au plafond.
Avec son petit robot, il ouvre la porte et sort sur le balcon, prêt à explorer davantage. Maury et son petit robot continuent d'explorer la maison, en passant par la cuisine pleine de nourriture. Le robot lui apprend alors le nom des choses comme la lampe et le vase à fleurs. Puis le petit Maury continue de tout pointeur du doigt, curieux d'apprendre chaque détail de l'endroit. Le petit robot est déconcerté par la scène, mais commence bientôt à scanner tout l'environnement qui les entoure. Il prévient qu'il y a des matériaux restants, et Maury grimpe sur la chaise pour mieux voir. Le petit garçon monte sur la table et trouve d'étranges croquis, ne comprenant pas ce que c'est. Le robot explique alors que cela semble avoir été fait à la main, ce qui rend Maury encore plus curieux. Il précise alors qu'il parle de la couverture de Maury, laissant le garçon très surpris. Le garçon regarde sa propre cape, commençant à comprendre ce que signifient ces dessins, c'étaient les motifs de sa couverture, et il voit l'image de la personne qui l'a faite pour lui. On voit un gros plan des yeux de Maury, qui brille de sa nouvelle découverte sur la couverture. À ce moment-là, une des créatures le trouve et lui demande s'il est vraiment le fameux garçon Maury. Elle dit qu'elle est très heureuse qu'il soit en sécurité, car ce fut une lutte pour empêcher Myria de partir. La créature demande ce qu'ils font, et le drone répond qu'il explorait le manoir. Le robot trouve la maison étrange, mais elle explique que mademoiselle Myria a tout construit elle-même. Elle continue, en disant que Myria voulait juste un moyen d'essayer de mieux le comprendre. La scène passe à Maury, qui espionne maintenant la femme mystérieuse derrière une porte. Il reste là à observer en silence avec ses grands yeux, plein de curiosité pour elle, mais soudain la femme se tourne dans sa direction, et le petit garçon s'enfuit effrayé. Il passe près d'elle comme un éclair, tandis que la femme se contente de le regarder, debout près de la fenêtre. La femme est un peu gênée par la situation, tandis que Ryder observe tout de loin. Il devient pensif, essayant de trouver un moyen de dissiper cette atmosphère gênante entre deux. La scène coupe sur le manoir, montrant qu'ils ont un long chemin à parcourir. Alors, Ryder a l'idée que pour l'instant, il vaudrait mieux qu'ils deviennent amis. La femme est d'accord, mais le drone demande si Ryder a une bonne idée pour ça. Soudain, une ampoule s'allume, et une des créatures apparaît avec un plan brillant. Et c'est ainsi que commence l'opération amitié avec Maury, la première étape étant d'utiliser des collations. La femme essaie de s'approcher, appelant Maury et lui offrant des biscuits. Mais les autres créatures arrivent les premières et comblent déjà le garçon de biscuits et d'affection. Ryder mange un biscuit et dit que c'est facile, annonçant la prochaine étape du plan. La deuxième étape du plan est de montrer de l'intérêt pour les objets préférés du garçon. Pour ce faire, la femme se décore avec les affaires de Maury, pensant que l'idée est parfaite. Ryder lui dit de marcher près de lui, tandis que le drone remarque un des dessins du garçon. Elle marche à côté de Maury qui mange un biscuit, et il remarque les objets sur ses vêtements. Le garçon est terrifié, et elle s'excuse et dit qu'elle va rendre ce qu'elle a pris. La troisième idée est d'utiliser une apparence familière, et Reed est mise sur sa moto pour impressionner. Il demande à son robot d'apporter la moto, et la petite machine matérialise le véhicule instantanément. Ryder apprend alors à la femme à la conduire, lui disant de bien se tenir et d'appuyer sur un bouton, mais la moto démarre à toute vitesse, emportant Myria et laissant les créatures désespérées. Le plan tourne encore mal, et Maury pilote maintenant le robot alors qu'il passe au suivant. Le quatrième défi commence. Ils doivent recréer comment ils sont devenus amis, mais ils semblent confus. Le duo organise alors la reconstitution. L'un sera le méchant, et l'autre sauvera le garçon. Le petit Maury est assis seul quand soudain une silhouette sinistre apparaît devant lui. Voyant la scène se dérouler, le démon prévient que le moment d'agir est venu. À ce moment-là, le héros improvisé fait irruption dans la pièce en criant le nom de Maury pour effrayer le méchant. Mais le plan tourne mal, car le garçon a déjà assommé l'ennemi tout seul, laissant tout le monde sous le choc. Le méchant se relève, irrité, se plaignant que l'accord n'était que de l'intimidation. Après plusieurs tentatives infructueuses, la scène passe à une nuit sombre et pluvieuse. Maintenant, le petit garçon est déjà dans son lit, dormant profondément et paisiblement. Il semble être dans un sommeil très lourd, se reposant calmement après une journée bien remplie. Soudain, il commence à faire un cauchemar avec des soldats et une vision dérangeante. Le garçon se réveille en sursaut, en sueur froide et les yeux grands ouverts de pure panique. Il regarde autour de lui dans la pièce sombre, tremblant encore de peur. Un puissant éclair illumine la pièce, suivi d'un bruit fort de quelque chose qui se brise à l'extérieur. Très effrayé, le garçon sort du lit et va enquêter sur la source de ce bruit. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Ryder est très concentré, travaillant sur un panneau holographique. Le petit garçon marche seul dans le couloir sombre, passant devant une vieille horloge et une fenêtre. Il se recroqueville de peur, tremblant tout en serrant son propre corps pour se sentir en sécurité. Puis, il voit une lumière provenant d'une porte entrouverte et décide de jeter un coup d'œil avec précaution. À l'intérieur, il trouve Myria se relaxant dans un fauteuil à bascule devant la cheminée. La femme semble très calme, avec un sourire serein sur son visage, profitant de la chaleur du feu. Le petit garçon se cache derrière une bibliothèque, observant les livres éparpillés sur le sol. Il trouve un livre sur l'observation des enfants et ne comprend rien à ce qu'il lit. Avec une grande prudence, le garçon décide de s'approcher par derrière le fauteuil, marchant très lentement,
mais soudain le garçon est complètement paralysé de peur, et puis il parvient enfin à se placer sur les genoux de Myria. Sur ses genoux, le garçon avait encore un peu peur. Myria le serre dans ses bras, et peu à peu sa peur commence à s'estomper. Maintenant plus calme, Maury lève les yeux avec ses grands yeux, pleins de curiosité. Le garçon se blottit alors sur ses genoux, sentant une odeur familière et réconfortante. Myria continuait de dormir. Alors que le garçon était sur ses genoux, il s'installe dans ses bras, se sentant totalement en sécurité et protégé. À ce moment-là, le petit lève la tête et fixe la silhouette de ses yeux brillants et curieux. Ses yeux immenses reflètent la lumière du feu, tandis qu'une idée commence à se former. À cet instant, il comprend tout, et pense que cette silhouette est comme une mère pour lui. Le temps passe tranquillement, avec le son de la cheminée qui réchauffe l'environnement confortable. Soudain, la femme se réveille en sursaut, réalisant qu'elle s'est endormie. Elle pense qu'il est déjà tard et qu'elle doit bientôt retourner dans sa propre chambre. Mais quand elle baisse les yeux, elle est choquée de voir que le petit garçon s'est endormi sur ses genoux. Elle panique, se demandant pourquoi Maury est là et depuis quand. Désespérée, elle réfléchit à ce qu'elle doit faire et envisage d'appeler Ryder et Aya à l'aide. Mais le garçon bouge, alors elle décide de rester silencieuse pour ne pas le réveiller. Voyant le garçon ronfler doucement, son expression s'apaise et elle le regarde dormir. Sur ce, la femme le serre doucement dans ses bras, décidant de s'occuper de lui pour l'instant. Elle reste assise dans le fauteuil à bascule, veillant sur le sommeil du petit garçon près du feu. La scène passe au lendemain, avec Ryder qui se réveille et pousse un énorme bâillement. Un petit robot flottant le félicite pour le travail, mais l'avertit que cela a pris plus de temps que prévu. À ce moment, une alerte de surcharge apparaît, et Ryder se souvient qu'il a surmené le système il y a quelque temps. Il décide alors de ne pas en faire trop pour l'instant, et le robot est d'accord avec son ordre. Soudain, plusieurs personnes apparaissent et saluent joyeusement Ryder d'un bon matin. Il est un peu gêné par l'accueil chaleureux, ne sachant pas exactement comment réagir. Une des servantes lui demande s'il a bien dormi, trouvant étrange qu'il se soit réveillé si tôt. À ce moment-là, une notification prévient que le courrier est arrivé, laissant Ryder pensif. Une autre servante apparaît, portant un tonneau, l'air très heureuse de sa tâche. Ryder propose alors d'aller chercher le courrier, et la servante le remercie pour son aide. Il leur demande d'apporter les choses à Myria et court vers la porte d'entrée. En arrivant là, il saisit l'enveloppe et voit une affiche de danger avec plusieurs créatures. Le robot commente que l'impression est bien sortie, malgré un bruit étrange qu'elle a fait. À cet instant, la femme apparaît soudainement en appelant Ryder, tandis qu'il a une réaction étrange. Ryder salue Myria maladroitement en disant qu'elle semble de bonne humeur aujourd'hui. Il lui demande alors si elle sera occupée, mais Myria répond qu'elle a tout son temps. Excité, il dit que c'est super car il a besoin d'aide avec les vêtements de Maury. Mais il se souvient alors d'un détail important, il est maintenant un homme recherché. Ryder panique, car il était tellement concentré sur Maury qu'il avait complètement oublié ça. Myria suggère alors qu'il se prépare à sortir, rendant le démon encore plus nerveux. Désespéré, il lui demande d'attendre et lui demande où ils vont. Elle répond calmement qu'ils vont au centre, le laissant confus. Ryder commence à avoir des sueurs froides, demandant si elle parle du centre-ville. Avec un immense sourire, la femme confirme que oui, laissant le démon terrifié. Il réalise qu'il est complètement foutu, imaginant déjà le danger qu'il va affronter. La scène se déplace vers un magasin chic, où plusieurs vendeurs les accueillent. Ils entrent dans un endroit très large et blanc, avec une décoration très minimaliste. Ryder demande quel est cet endroit, et elle explique que c'est là qu'elle fait faire ses vêtements. Un vendeur montre un modèle virtuel, avertissant qu'ils peuvent le tester et le modifier sur place. Le vendeur explique que comme ils font des vêtements sur mesure, le client doit se déplacer en personne. Il dit que les vêtements humains sont rares, donc il a préféré confier le travail à de vrais professionnels. Maury a un peu peur, mais les êtres étranges disent qu'ils s'y attendaient déjà. À ce moment-là, la vendeuse révèle qu'elle a déjà reçu des instructions et lui montre plusieurs friandises. Les yeux de Maury brillent immédiatement, complètement enchanté par toutes ces choses délicieuses. Ryder le gronde, disant que c'est dangereux d'agir comme ça, mais Maury était déjà en train d'être emmené. Myria suit Maury. Ryder est choqué de voir un portail, pensant que les riches sont différents. Il demande alors à son robot où sont les caméras, commençant à analyser l'endroit. Le robot prévient que le scan est difficile à cause des mesures de sécurité élevées de l'endroit, mais elle détecte un objectif derrière lui, deux devant, et des gardes à l'extérieur. Il commence à réfléchir à ce qu'il doit faire, envisageant de rester discret et de retourner au manoir plus tard, où il pourrait simplement faire ses bagages et quitter cet endroit dangereux. Soudain, le rideau s'ouvre, et le petit Maury apparaît dans un costume d'ours avec du miel. Ryder trouve ça extrêmement mignon, mais le robot lui demande pourquoi il a l'air si irrité. Le robot demande pourquoi elle pleure, et Myria se couvre le visage, émue par tant de mignonnerie. Elle a alors une idée et montre un nouveau look sur le panneau, demandant ce qu'il en pense. À cet instant, le petit Maury apparaît dans une tenue d'ange, ressemblant à une véritable œuvre d'art. Myria est à bout de souffle devant tant de mignonnerie, et le robot commente qu'il semble qu'elle est vraiment aimée. Excité, Ryder lui dit de le laisser essayer aussi,
pensant qu'il peut faire encore mieux, et le résultat est Mori habillé en rocker, avec une veste en cuir et une moto à tête de mort. Ryder célèbre, mais le robot dit que les deux n'ont aucun sens et que c'est maintenant à son tour. Sur ce, le garçon apparaît dans une tenue futuriste pleine de lumière et avec un casque technologique. Tout le monde est impressionné, et le robot dit que c'est parfait et qu'ils peuvent continuer maintenant. Miria prend alors le petit dans ses bras, l'air très heureuse du choix. Ryder tient aussi Mori dans ses bras, qui en profite pour manger un délicieux biscuit, mais il se souvient de l'avis de recherche et crie que ce n'était vraiment pas sa faute. Il essaie de se justifier, disant qu'il a tiré sur la ville parce que Mori avait été kidnappé, puis il se tourne vers Miria, disant qu'il a quelque chose de très important à dire maintenant. Ryder rassemble son courage et décide qu'il va tout révéler d'un coup, plus d'excuses. Il se souvient du kidnappeur demandant comment quelqu'un d'aussi dangereux que lui pouvait élever un humain. Cette question l'a laissé pensif, avec une expression très sérieuse et légèrement ébranlée. Soudain, une voix prévient que les guides l'aideront à trouver la sortie. Sur ce, Ryder commence à avoir des sueurs froides, réalisant qu'il est expulsé du manoir, il regarde Miria puis le sac de Mori, complètement sans réaction. Ryder essaie de changer de sujet et demande à propos de la lettre qu'elle a écrite à Mori, voulant savoir ce qu'elle signifiait. Miria se tourne alors vers lui avec une posture sérieuse, semblant réfléchir à la réponse. Elle lui tend alors une photographie, laissant Ryder totalement confus par ce geste. Il regarde l'image et ne voit qu'un champ vert avec un ciel bleu, et quelque chose de petit sur la colline. Miri explique que la chose sur la photo est Mori, laissant Ryder choqué par la révélation. Elle dit alors que, comme d'habitude, elle analysait des documents et a reçu une lettre de Shalom. La scène passe au passé, montrant qu'elle pensait que c'était un prospectus et la presque ignorait, mais le papier commence à briller et elle décide de jeter un œil à ce qu'il y a à l'intérieur. À ce moment-là, une forte lumière la transporte dans un champ verdoyant, la surprenant complètement. Elle réalise alors que c'était une vidéo, et se voit au même endroit que sur la photo qu'elle a montrée. Dans la vidéo, elle repère l'orphelinat, puis quelque chose de petit sur la colline, ne comprenant pas ce que c'était. Mais en regardant de plus près, elle remarque quelqu'un assis là sur l'herbe. C'était le petit Mori, et la vue de cet enfant adorable l'a laissée complètement stupéfaite. Elle est émerveillée, pensant comment quelque chose pouvait être si rond et parfait comme ça. La vidéo se termine alors, et elle explique que c'est exactement ce qu'elle a pensé à ce moment-là. Miria tient doucement la photo, se remémorant ce premier moment où elle l'a vu. Avec un petit sourire, elle se tourne vers lui, terminant l'histoire de comment tout a commencé. Elle explique ensuite qu'ils l'ont filmé de loin parce que Mori avait peur de la caméra et regardait une fourmi. Ryder demande si l'histoire n'est pas un peu ennuyeuse, mais elle dit non, le laissant embarrassé. Il reste silencieux un moment et pense que c'est un bon début pour eux. Il grogne alors, se comparant à quelqu'un d'autre, mais ne termine pas sa phrase. La scène retourne au magasin, et un vendeur suggère un type de tissu pour le pantalon de Mori. Soudain, les lumières s'éteignent, et Miri s'excuse, disant qu'elle va les rallumer maintenant. À cet instant, une lumière très forte illumine le visage de Mori, le laissant complètement paralysé. Ses yeux s'écarquillent de panique, tandis que la sueur coule sur son visage effrayé. Il fixe alors un anneau de lumière géant au plafond, entouré de statues effrayantes. Le garçon devient terrifié, comme s'il revivait un traumatisme très profond. Sans réfléchir, il se retourne et commence à courir désespérément pour s'éloigner de là. Il fonce vers la sortie, essayant de s'échapper de cet endroit le plus vite possible. Ryder et Miria n'ont aucune idée de ce qui se passe, complètement surpris par la réaction du garçon. Le petit passe en courant devant une silhouette grande et sombre sans même regarder en arrière. Mais dans sa hâte, il finit par trébucher lourdement et tomber durement sur le sol en pierre. Tombé au sol, il lève les yeux avec une expression de pure terreur sur son visage. La silhouette est révélée, et ce n'était qu'un des vendeurs avec une tête de lampe. Voyant la scène, Ryder court en criant le nom de Mori, désespéré par la situation. Le robot crie pour l'avertir que s'il sort maintenant, il sera découvert, mais il ne se soucie pas de l'avertissement et fonce dehors, courant à travers la ville futuriste. Avec un visage sérieux, il ne pense qu'à atteindre Mori avant que quelque chose de mal n'arrive. À cet instant, un drone de sécurité de la ville apparaît, effectuant sa patrouille de routine. La lumière du robot devient rouge, indiquant qu'il a détecté un intrus dans le périmètre. Le reflet dans les yeux de Ryder montre qu'il a réalisé qu'il a été repéré par la sécurité. Soudain, Maria l'attrape par derrière, le tirant avec une force surprenante. Elle le retient alors et étend sa main, semblant utiliser une sorte de pouvoir. La scène passe à un espace cosmique, avec Mori flottant parmi des fleurs bleues magiques. De retour au magasin, Ryder crie le nom de Mori, qui se réveille enfin de sa transe. Inquiet, il lui demande s'il va bien et s'il s'est blessé quelque part pendant la chute. Le robot prévient que son pouls s'accélère, tandis que Ryder l'examine désespérément. Les yeux pleins de larmes, le petit Mori commence à pleurer, incapable de s'arrêter. Utilisant son pouvoir, Miria les transporte tous dans un endroit sûr et sombre. La scène s'assombrit, et l'image passe à sa petite main tenant une des lettres qu'il a reçues. De retour dans la chambre, le petit garçon dort maintenant paisiblement,
tous deux s'occupant de lui. Miria devient pensive, et commente que le problème ne semble pas être seulement à cause de la lumière. Ryder est d'accord, expliquant que la lumière de son arme est bien plus forte et n'a jamais causé cela. Le robot leur rappelle que même quand Ryder a tout incendié, Mori n'a pas eu cette réaction. Elle révèle alors la raison pour laquelle ils utilisent plus de bougies que de lumière électrique dans le manoir. Elle explique que c'était à cause des dossiers, qui disaient que l'ami de Mori utilisait des bougies. Le robot confirme, montrant que Mori réagit au projecteur, et Ryder se souvient de la grotte. À ce moment-là, il réalise que la lumière du magasin était aussi un faisceau circulaire très puissant. N'est-ce pas? Miria devient pensive, comprenant que la lumière circulaire était la cause de toute la panique. La scène change, et nous voyons le trio chercher des moyens d'aider Mori avec son traumatisme. Ils se réunissent pour lire un livre, essayant de trouver une solution au problème du petit garçon. Pendant ce temps, le petit Mori reste par terre à dessiner, complètement inconscient de toute cette confusion. La nuit, les servantes emmènent Mori dans une pièce sombre, entourant soigneusement le garçon. Le garçon s'assoit par terre, et les serviteurs préparent un théâtre d'ombre pour qu'il le regarde. Puis le robot commence à raconter l'histoire des 3 petits cochons, démarrant le spectacle. Le petit Mori prête une grande attention à l'histoire, ses petits yeux brillants de curiosité. L'histoire continue, racontant que dans la forêt vivait aussi un loup très malin. Le loup observait alors depuis sa cachette, pendant que les cochons construisaient leur propre maison. Caché, Ryder observe toute la scène avec un petit sourire, trouvant la situation amusante. La scène change, et il demande ce qu'est un théâtre d'ombre, ne comprenant pas le plan. Miria explique alors qu'ils commenceront avec un faisceau de lumière carré et sûr, et petit à petit, ils passeront à une lumière circulaire, pendant que Mori est distrait par la pièce. De retour au théâtre, le petit garçon regarde la pièce, semblant beaucoup plus à l'aise maintenant. La lumière devient circulaire, Ryder et Miria faisant les ombres du loup et du petit cochon, créant ainsi des souvenirs heureux, et Mori reste avec les yeux pleins d'émotion. Le robot arrête alors la lecture et dit qu'il a encore une chose à montrer. Il révèle un dessin que Mori a fait de 3, ressemblant à une photo de famille. Le petit garçon se souvient l'avoir dessiné et devient un peu embarrassé. L'histoire change, et le robot raconte que les petits cochons ont décidé de travailler ensemble. Le robot continue, disant qu'ils se sont mis d'accord sur le budget et la zone de construction, et avec l'expérience des bâtisseurs, Ryder ne comprend rien à cette histoire. Ils construisent alors une super maison pour lutter contre le loup, laissant Ryder sous le choc. Mori reste bouche bée, totalement impressionné par le rebondissement de l'histoire. Le petit garçon laisse alors échapper un rire ravi, s'amusant beaucoup avec la pièce. Ryder regarde la scène, encore incapable de croire ce qu'il vient de voir. Miria reste également bouche bée, surprise par la réaction positive du garçon. Les deux se regardent alors, et Ryder esquisse un petit sourire, heureux que le plan ait fonctionné, mais soudain, une voix lointaine leur crie d'arrêter de se battre immédiatement. La scène change, et une chaussure est lancée alors que quelqu'un marche dans un couloir sombre. Le personnage mystérieux s'approche de quelques statues et leur ordonne d'appeler Miria. La scène passe au lendemain, avec le petit Mori se réveillant lentement dans son lit. L'histoire explique que l'enfant a ouvert les yeux parce que la forte lumière du soleil l'a réveillé. Le petit robot apparaît en volant et souhaite un bon matin très joyeux à Mori, qui est endormi. Le garçon se frotte contre le robot, et celui-ci commente que l'enfant s'est réveillé plus tôt que d'habitude. Il s'étire sur tout le lit, l'air très heureux et plein d'énergie pour commencer la journée. Le petit garçon roule alors sur le lit, se lève et commence à jeter un coup d'œil par-dessus le matelas. Avec ses grands yeux, il fixe quelque chose de l'autre côté de la pièce, très curieux. Il commence alors à ramper sur le lit, se dirigeant vers ce qui a attiré son attention. Mais soudain, il trouve un obstacle sur son chemin et devient un peu confus. C'était Ryder, qui le serre dans ses bras et demande à dormir juste 10 minutes de plus, très endormi. Le petit descend alors du lit, laissant le démon se reposer un peu plus longtemps dans la chambre. Il va à la porte et Ryder se réveille en grognant, ne comprenant pas ce qui se passe. Avec ses bottes jaunes, le petit garçon quitte la chambre et commence à explorer le couloir. Les servantes le trouvent et lui demandent s'il a bien dormi, inquiète pour le garçon. Une des servantes sursaute et l'avertit qu'il est dangereux de courir seul, mais il n'écoute pas et ouvre une porte, entrant dans une pièce inconnue du manoir. Il tend ses petites mains et trouve Miria, qui l'accueille à bras ouverts avec un sourire. L'histoire explique que cela fait un mois que l'enfant a commencé à vivre là, dans le manoir. La scène montre ses petits pieds couverts de farine, indiquant qu'il a fait une bêtise. Il jette alors la farine en l'air, faisant un énorme gâchis et s'amusant avec. Une des servantes crie de désespoir, car elle venait de nettoyer tout ce couloir. Le petit robot demande alors à Mori s'il a faim, et le garçon hoche la tête. Soudain, plusieurs servantes apparaissent à la porte, criant pour savoir s'il a vraiment faim. Un filtre s'active, et le garçon commence à briller, l'air irrésistible. En voyant cette scène, la servante est choquée et a les yeux écarquillés, ne sachant que faire. Sans perdre de temps, la gouvernante commence à couper des légumes à une vitesse absurde. Elle prépare ensuite un repas incroyable, avec une présentation digne d'un roi. Ensuite,
plusieurs cuillères volent vers Mori, qui ouvre la bouche pour tout manger. Satisfait et rassasié, le petit garçon flotte dans la pièce, tout heureux et détendu. Le personnage mystérieux s'approche, et Mori lui fait face avec le visage sale de farine. Elle l'emmène alors à l'évier et le tient pour lui laver soigneusement le visage. Mais elle verse trop d'eau, et le robot se plaint qu'elle le lave comme du linge. Après le bain, le petit garçon jette un coup d'œil par une porte et voit Miria travailler à son bureau. Elle ressemble à une véritable déesse, avec une aura radieuse et une posture élégante. Les yeux brillants, Mori est enchanté par sa beauté et son dévouement. Ryder arrive et complimente le garçon, le qualifiant d'élève très appliqué et studieux. La scène montre Miria et Mori assis par terre, entourés de dessins et de livres. Ryder demande alors ce que les deux font, et elle explique qu'ils copient des mots, mais le robot prévient que tous les dessins sont faux, ce qui embarrasse Ryder. Miria défend le dessin, et le robot dit que son jugement est également influencé. Le petit garçon prend alors le livre, et le robot propose de lui lire l'histoire. Il commence à lire sur un phénomène appelé Pirup, et le garçon est très attentif. Ryder explique qu'il en a déjà parlé avant, mais qu'il ne connaît pas tous les détails. Miria explique alors que lorsque la durée de vie se termine, les cellules se préparent à retourner. Elle continue, disant qu'elles peuvent se diviser d'une en une, ou d'une en plusieurs. La femme révèle qu'elle vient du 4e doigt du juge, et que Shalom est probablement le premier. Elle sourit alors et demande si l'explication n'est pas un peu difficile pour Mori. Les deux observent le petit garçon, qui brille d'une lumière jaune, l'air concentré. Soudain, une personne entre dans la pièce en criant, avec une expression paniquée, c'était une des servantes, hurlant que Mori gribouillait encore sur le mur. Il tend alors un chiffon au garçon et lui dit de nettoyer tout ce désordre lui-même. Les yeux pleins de larmes, la servante se moque de lui, pensant qu'il n'allait pas pleurer. Miria le gronde, et Jiggly l'avertit qu'il racontera tout s'il n'arrête pas de désobéir. Soudain, un avis annonce que le courrier est arrivé, et Ryder crie qu'il va le chercher. Il file dans le couloir, laissant Miria surprise par sa vitesse et son excitation. La femme reste immobile dans le couloir, ne comprenant pas sa réaction. Ryder revient alors avec une enveloppe dorée, tout en sueur et heureux d'avoir aidé. Elle le remercie, et il répond tout embarrassé, se sentant comme le héros du jour. Il commente alors que, heureusement, il n'y avait pas des vis de recherche avec. Miria l'appelle, et il répond tout gêné, balbutiant un salut. Elle demande alors s'ils peuvent parler un peu, d'une voix sérieuse et sombre. Il devient tendu, une goutte de sueur coulant sur son front, ne sachant pas à quoi s'attendre de la conversation. Ryder commence à paniquer, se demandant ce qui se passe et si elle a vu quelque chose de mal. Il la suit dans le couloir, se demandant si elle a remarqué quelque chose de suspect à son sujet. Le démon décide alors qu'il vaut mieux qu'il parle en premier, avant que la situation n'empire, mais elle l'interrompt et lui dit de regarder ce qu'elle a dans la main à lui montrer. Miria révèle que c'est une pierre qui ouvre la porte de la chambre du juge. Ryder est complètement choquée et sans voix, les yeux écarquillés de surprise. Elle explique alors qu'elle a finalement réussi à entrer en contact avec le juge. Ryder reste paralysé, la pluie tombant en arrière-plan, reflétant son désespoir. Il balbutie le nom du juge, en sueur froide de pure peur de ce qui pourrait arriver. Le démon se demande si elle l'a dénoncé et depuis combien de temps elle sait tout, mais Miria le surprend en lui demandant s'il a déjà pensé à rejoindre son organisation. Il devient complètement confus, ne comprenant rien à ce qu'elle propose. Elle remarque sa confusion et lui demande si c'était trop soudain, le laissant embarrassé. Miria explique alors qu'elle a demandé au juge de faire de Mori un membre officiel du groupe. Elle continue, disant que bien qu'elle n'ait pas de nouvelles de Shalom, ils apprécieront probablement. Ryder lui crie d'attendre, et la femme explique que de cette façon, elle peut aussi le protéger. Il demande alors depuis quand elle sait, et Miria révèle que c'est depuis le début. Il demande pourquoi elle a laissé entrer un fugitif, et elle répond que Mori dépendait de lui. Elle continue, disant qu'elle pourrait le maîtriser si quelque chose arrivait, et il acquiesce maladroitement. Miria rappelle alors l'histoire de sa rencontre avec Mori, et il devient pensif. Ryder comprend que se débarrasser de la personne serait facile, mais ne résoudrait pas son problème. Elle lui prend alors la main, dans un geste de confiance et de partenariat entre eux. La femme dit que la vie sera peut-être moins excitante, mais elle veut quand même qu'il reste. Avec un regard sincère, elle lui demande de rester avec eux, pour prendre soin du petit Mori. Miria suggère alors qu'il y réfléchisse sérieusement, lui laissant la décision. Le démon la regarde de côté et accepte de réfléchir à la proposition, un peu timide. En sortant de la pièce, il trouve Mori endormi par terre et lui demande pourquoi il est là. Il prend alors le garçon dans ses bras, et le robot lui demande pourquoi il le fixe. Les deux petits robots flottent autour, demandant pourquoi il a cette expression. Le robot demande s'il cesse de passer quelque chose de bien, et Ryder crie que non, complètement embarrassé. Il arrange ensuite les vêtements de Mori, le préparant pour un événement important. Le démon dit qu'il a l'air soigné, et le garçon dit qu'il a fait de son mieux pour faire bonne impression. La scène change, et les servantes se rassemblent autour de Miria, toute nerveuse et anxieuse. Mori s'approche de Ryder, qui est assis par terre, l'air un peu tendu. Le démon le fixe avec un regard sérieux,
comme s'il était sur le point de dire quelque chose d'important. Ryder appelle alors Mori, qui se retourne immédiatement, attentif à son ami. Il propose de s'occuper du sac du garçon et prend l'objet pour y jeter un œil. Il sort le cristal du sac et prévient qu'il ne peut pas accompagner le garçon. Ryder place alors le collier autour du cou de Mori, avec une expression très sérieuse. Avec un sourire, il dit qu'il sera tout prêt, essayant de rassurer le garçon. Mori serre fermement le cristal, l'air plus confiant et prêt à tout. Miria l'avertit qu'il peut reporter si cela semble difficile, et lui demande s'il ira bien. Les deux se regardent alors, dans un moment de tension et de compréhension mutuelle avant la réunion. La femme lance la pierre en l'air, et celle-ci commence à briller d'une lumière dorée. Un portail noir apparaît au milieu de la pièce, et tout le monde se rassemble autour, prêt à partir. Miria explique qu'elle doit passer devant et demande aux deux d'attendre et de suivre le plan. Avec sa petite botte jaune, le garçon fait un pas en avant, prêt à entrer dans le portail. Il entre alors dans le portail, traversant la barrière sombre avec un grand courage. La scène change, et le petit garçon se retrouve dans une pièce sombre et imposante avec deux statues. Pendant ce temps, Ryder et les autres regardent tout à travers un écran holographique. Miria traverse le hall, qui comporte des colonnes géantes et d'autres personnages encapuchonnés. Elle touche alors un symbole au sol, et les pierres se mettent à léviter autour d'elle. Les servantes s'inquiètent, mais Ryder les rassure, disant que tout va bien. Soudain, une entité cosmique géante apparaît devant elle, l'appelant par son nom. Ryder reste bouche bée, réalisant que la créature colossale est le juge lui-même. Miria marche vers l'entité avec une posture calme et respectueuse. Miria fait un signe de la main, et la créature semble répondre à l'appel. Gilles lui conseille de ne regarder que Miria et d'avancer, sans détourner le regard. Le petit garçon s'arrête alors au milieu d'un cercle de lumière, prêt pour sa présentation. Il serre fermement le cristal, regardant le personnage s'éloigner et le laisser seul. À travers l'écran, Ryder et la servante célèbrent, disant que le théâtre d'ombre a fonctionné. D'un pas ferme, le petit Mori commence à marcher vers son objectif. Miria l'attend au milieu de l'espace cosmique, avec une posture sérieuse et imposante. Le garçon continue de marcher, avec une expression déterminée et pleine de courage sur son visage. Il s'approche alors d'un des personnages encapuchonnés, qui semble être un garde. La créature baisse les yeux vers lui, avec un anneau de lumière brillant sur son visage mystérieux. La lumière circulaire se reflète dans son œil et il se souvient du traumatisme qu'il a vécu dans le magasin. Déclenché par le traumatisme, le petit garçon trébuche et tombe lourdement sur le sol sombre. À travers l'écran, Ryder et les serviteurs regardent la scène avec des yeux écarquillés et paniqués. Miria crie son nom, désespéré, tandis que Gilles observe seulement la situation. Le garde s'approche du garçon, qui reste à terre et effrayé sur le sol du hall. Il tend alors la main et demande si le garçon va bien, essayant de l'aider à se relever, mais Mori se recule, le visage en sueur et une expression de peur et de méfiance pure. La créature encapuchonnée essaie de s'approcher à nouveau, son visage brillant dans l'obscurité. Miria remarque que quelque chose ne va pas et lui crie d'attendre, essayant d'arrêter le contact. L'anneau sur le visage du garde commence à briller de couleur arc-en-ciel, semblant déformé. Miria l'avertit de ne pas toucher le garçon, mais il est déjà trop tard pour intervenir. Dans un acte de désespoir, Mori mord la main du garde de toutes ses forces. La créature crie, demandant ce qu'il fait, et lui ordonne d'arrêter ça maintenant. Le garde crie de douleur, tandis que Mori continue de mordre avec une rage sauvage. Voyant la scène, Miria tend la main, se préparant à utiliser ses pouvoirs et à intervenir. Elle crée alors un petit trou noir, prête à résoudre la situation d'un seul coup. Une des statues prévient que l'utilisation de ce pouvoir à l'intérieur n'est pas autorisée. Soudain, une force invisible éloigne Miria. Sans lui laisser le temps de réagir, la scène change, montrant le garçon frappé par un rayon d'énergie dorée. Ryder et Miria regardent avec des yeux écarquillés, choqués par le pouvoir de l'entité. Le petit Mori s'évanouit alors, son collier de cristal brillant intensément. Il est aspiré dans un portail, disparaissant dans l'obscurité du hall. Miria regarde la scène, impuissante, tandis que le garçon est emmené loin d'elle. Le visage en sueur, elle déplore ce qui s'est passé, se sentant coupable de la situation. Le juge annonce alors que la situation doit être expliquée, d'une voix imposante. De retour au manoir, Ryder crie d'indignation, qualifiant tout cela de grande absurdité. Miria lui fait face avec une expression sérieuse et répète le mot absurdité. Elle explique qu'il pense que Mori est instable, et que la faute pourrait être la sienne. À cause de cela, ils ont décidé de le garder sur le territoire du juge, et Ryder devient furieux. Miria reste silencieuse, avec un regard triste, semblant être d'accord avec la décision. Elle se souvient de la scène où Mori mord le garde, confirmant l'instabilité du garçon. Le souvenir du garde apparaît, et Miria se demande pourquoi l'équipe de recherche est là. De retour au présent, elle fait face au juge, ne comprenant pas la raison de cette réunion. La scène change, et une des créatures se demande comment un humain a réussi à arriver là. Il ne croit pas qu'un enfant de cet âge ait pu voyager seul. Pendant ce temps, les serviteurs demandent ce que Ryder voit, et il explique à propos du juge.
Myria fait face à l'entité et leur demande d'être honnête sur ce qui se passe. La créature l'accuse alors d'avoir envoyé un serviteur pour prendre le garçon au refuge. Myria est choquée et le nie, criant que Mori a quitté le refuge de lui-même. Le juge demande comment un si petit enfant a réussi à traverser la frontière. Elle révèle alors qu'elle lui a fait des vêtements spéciaux, et c'est pourquoi il a réussi à passer. L'entité demande si elle l'a fait exprès, et Myria crie que non, pas du tout. Elle se défend, disant qu'elle voulait seulement qu'il grandisse en bonne santé et protégé. Myria explique qu'elle a envoyé un serviteur pour le chercher, car elle n'avait reçu aucune nouvelle depuis des mois. Elle continue, disant qu'un voyageur l'a amené à la ville, sans donner plus de détails. La créature demande alors où est ce voyageur maintenant. Myria commence à expliquer, avec une expression sérieuse et légèrement nerveuse. Ryder suit tout à travers l'écran, avec un air inquiet de la tournure des événements. Elle révèle que le voyageur n'est plus dans la ville, ce qui complique la situation. Le juge demande s'il n'y a aucun moyen de le prouver, et Myria confirme que non, sans issue possible. L'entité leur rappelle alors que le voyageur a perdu de vue l'enfant au centre-ville, et que le garçon a failli être enlevé par un citoyen, ce qui l'a beaucoup effrayé. La créature continue, disant qu'il a utilisé la force et aurait pu se blesser. Myria admet qu'elle a été négligente, se sentant coupable de tout ce qui s'est passé. Le juge décide alors que l'humain n'est pas qualifié et doit être renvoyé. Myria essaie d'argumenter, leur demandant de prendre en compte l'état émotionnel de l'enfant. Elle hurle, disant que la zone humaine est différente, et qu'il ne survivrait pas. La créature s'enquiert alors de l'humain, et de ce qu'il peut faire pour se défendre. Le juge demande si Myria pense aussi qu'il ne peut pas communiquer correctement. Elle défend alors Mori, disant qu'il peut exprimer ses émotions clairement. L'entité dit qu'elle y réfléchira et que le juge donnera la priorité à son bonheur. Après la réunion tendue, Myria s'apprête à quitter la chambre du juge, très fatiguée, mais soudain une voix ténébreuse l'appelle, provenant d'une brume sombre et mystérieuse. La scène change, et elle flotte dans un espace cosmique avec des villes en suspension à l'arrière-plan. Une voix puissante déclare que c'est un ordre du juge, et la scène se concentre sur elle et Mori. Dans une vision du passé, elle offre un livre au petit, et le serre fort dans ses bras. La voix demande si elle supportera la fin, puisqu'ils ne vivent pas éternellement comme elle. Le souvenir révèle alors Myria en pleurs, étreignant une personne aux cheveux blancs. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.